Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle matinale consacrée au Green IT. Alors certes, le numérique ne représente aujourd'hui que 2,5% de l'empreinte carbone nationale, mais ce chiffre pourrait tripler d'ici 2050. Pour que ces chiffres n'empirent pas, il appartient en partie aux entreprises de réagir. Pour beaucoup, cette stratégie a déjà été enclenchée, pour d'autres, elle fait même partie intégrante de leur culture d'entreprise. Formation des salariés, prolongement de la durée de vie des appareils, optimisation des ressources, les mesures sont nombreuses. Et si l'impact du numérique ne sera jamais de 0%, il peut également devenir une source de solutions avec l'IT for Green qui permet de diminuer les émissions d'autres activités de l'entreprise. Comme d'habitude, plusieurs experts nous rejoindront au cours de cette émission pour partager avec nous et avec vous leurs méthodes pour réduire l'impact carbone de leurs activités IT. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette émission est interactive et que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons tout au long de ce programme. Et pour commencer, je vous propose de retrouver notre première invité, Richard Burri d'EDF, interviewé par Alessandro Sciolek. Merci Thomas pour cette introduction et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Burri. Richard, bonjour. Bonjour Alessandro. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des systèmes d'information et de management pour EDF. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais revenir sur l'une de vos activités récentes. Le mois dernier, le 29 mars 2024, EDF a signé avec CGI le plan de progrès numérique bas carbone. Sur quoi repose ce plan et quels en sont les objectifs ? Juste une petite précision, Alessandro. D'abord, moi, je suis directeur des systèmes d'information d'une direction du groupe EDF. Parce qu'il y a beaucoup de directions, beaucoup de collaborateurs et beaucoup de DSI. Donc, qui s'appelle la direction de la transformation et de l'efficacité opérationnelle et qui regroupe l'ensemble des services internes du groupe EDF. Et j'ai le plaisir de piloter le programme numérique responsable pour le groupe. Et donc, oui, c'est un bel événement. C'est une belle étape, d'ailleurs, dans notre démarche numérique responsable, la signature de partenariats numériques bas carbone avec nos fournisseurs stratégiques. Donc là, vous citiez CGI, il y a également Soprasteria Group, là, très bientôt Capgemini, Thales et Accenture, qui sont les premiers fournisseurs stratégiques qui adhèrent à cette innovation qu'on a proposée l'année dernière. Elle part d'un constat simple, c'est qu'un groupe comme EDF, aujourd'hui, c'est un SI extrêmement externalisé. Donc notre taux d'externalisation, et je pense qu'on n'est pas exceptionnel parmi les grands groupes, il est autour de 70%. Selon des facteurs d'émissions plutôt monétaires qui sont encore approximatifs, ça sous-entend que le poids de ces prestations hors matériel représenterait pratiquement 2/3 de l'empreinte carbone du numérique du groupe EDF. Donc imaginez qu'on va mener un programme numérique responsable, qu'on va décarboner le numérique d'EDF sans intégrer, sans impliquer nos fournisseurs, c'est complètement illusoire. Alors après, comment faire Donc, la première option, la plus logique, c'est le champ de la spécification dans nos cahiers des charges. Alors ça, on sait très bien le faire pour les matériels aujourd'hui, grâce à des écolabels qui sont disponibles et puis d'autres spécifications qu'on sait à peu près maîtriser. Et je pense que la plupart de l'écosystème sait spécifier et acheter un matériel éco-responsable et pas que. Il y a aussi les enjeux de santé, d'inclusion. Mais dès qu'on sort de la sphère du matériel, on rentre dans la prestation, dans le logiciel, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut admettre, c'est un peu avec beaucoup d'humilité, qu'on est plutôt immature, pas que le groupe EDF, je pense, à tout l'écosystème. On a du mal à exprimer nos besoins, on a du mal à spécifier et à stimuler donc le marché. Et donc du coup, on s'est dit comment faire. Donc on a proposé à l'ensemble de nos fournisseurs stratégiques de l'IT, qu'on réunit globalement une fois par an, leur dire, voilà, nous, on vous propose de travailler ensemble. Donc, on vous tend la main. Donc, on va travailler en dehors du champ contractuel, on va dire, avec beaucoup de bienveillance, de bénévolat. Et donc, on leur a proposé de s'engager à travers un plan de partenariat bas carbone, où il y a globalement 3 axes très concrets de progrès, donc collectif. Le premier, c'est bien sûr la réduction de l'empreinte carbone de la prestation. Donc, comme je vous disais, on pense que c'est à peu près 2/3 de notre empreinte. C'est énorme. C'est colossal. Le deuxième, c'est important, je pense qu'il faut aussi, j'aurais pu commencer par ça, c'est la professionnalisation de tous les collectifs. Les collectifs sont extrêmement imbriqués dans une équipe projet. On va avoir des prestataires, des partenaires et bien sûr des salariés du groupe EDF. Donc il faut professionnaliser collectivement l'ensemble de ces équipes, notamment. Un travail de groupe. Voilà, bien sûr.
Moi, j'ai tendance à dire que l'éco-conception, qui est un enjeu extrêmement important, c'est un sport d'équipe. Et puis, le troisième axe, justement, c'est avancer sur ce sujet d'éco-conception qui n'est pas simple. Donc, notamment, vous avez pu remarquer, c'est plutôt des prestataires qui sont sur des phases de build, donc de construction des systèmes d'information, et de tierce maintenance applicative. Donc, il faut qu'on puisse, avec ces partenaires, s'assurer que lorsqu'on optimise, par exemple, une solution numérique, qu'on le fasse dans la durée. Voilà, donc on peut tout à fait désoptimiser à la prochaine montée de version, donc une application qui serait totalement, plutôt correctement éco-conçue. Donc voilà les enjeux de ces partenariats numériques bas carbone. Donc travailler intelligemment avec les partenaires sur les sujets du Green IT, ça rentre donc évidemment dans votre stratégie autour du numérique responsable. Quelles ont été les étapes de cette stratégie? D'où êtes-vous parti? Vous, quand vous êtes arrivé, quel est le schéma que vous avez trouvé chez EDF et sur quoi avez-vous travaillé? Bon, ça fait longtemps que je suis chez EDF, oui. Donc voilà, donc je peux répondre aisément. Voilà, donc, mais effectivement, en tant que bon énergéticien responsable, surtout que la raison d'être du groupe EDF, c'est contribuer à la décarbonation de la société, donc par les usages notamment de l'électricité et des solutions innovantes et d'efficacité énergétique. Donc en tant que bon énergéticien responsable, ça fait des années qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, globalement de tous nos actifs, y compris du numérique, mais seulement sur l'efficacité énergétique. Donc on a pu travailler sur notamment l'efficacité énergétique de nos postes de travail. On a mis en place des solutions de veille prolongée, donc pour réduire d'un facteur 5 ou 6 donc, la consommation énergétique d'un poste de travail. Et puis on a surtout travaillé sur nos data centers, l'efficacité énergétique de data centers. D'ailleurs, en 2015, on était la première entreprise à avoir certifié tous nos data centers ISO 50001, c'est la norme pour le management de l'énergie. Et donc ça, c'était une très belle étape. Et puis, je veux dire, grâce au Shift Project, pour moi, que je remercie encore, donc c'est qui a sorti un rapport fin 2019, ils nous ont ouvert les yeux. Le chiffre qui a été dit en introduction, que le numérique, c'est à peu près 2,5% de l'empreinte carbone nationale et 4% au niveau de la planète. L'écart est lié au mix énergétique français, qui est très décarboné, comme vous savez. Voilà, donc ce rapport du Shift Project nous a vraiment ouvert les yeux, déjà sur, quelque part, cette burning platform, comme on dit en bon français. Il y a un énorme sujet, qu'on ne le voyait pas forcément. Et puis, il nous a aussi enseigné qu'il fallait travailler sur l'ensemble du cycle de vie des matériels, et de manière plus multifactorielle. Il y a le carbone, mais il n'y a pas que le carbone. Et donc, fort de ce constat, début 2020, donc, on a engagé un programme numérique responsable au niveau du groupe EDF. Et on s'était fixé d'ailleurs un premier objectif assez stimulant et surtout structurant pour s'organiser et se structurer dans la durée. C'était d'obtenir le label numérique responsable de l'Institut numérique responsable, qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et de l'ADEME. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'était fixé. On l'a obtenu tout début 2021. Donc c'est un travail de 2 ans qui a permis de le... Même pas, parce qu'on a pris la décision. 2020, on a pris la décision autour du printemps 2021. Il a obtenu pour l'ensemble d'EDF, pas une DSI. C'est important d'embarquer tout le monde. Pour l'ensemble, oui. L'ensemble d'EDF. Donc on a été la première grande entreprise labellisée et intégralement labellisée donc début 2021. Et donc là, on vient juste d'ailleurs de finir notre premier cycle de 3 ans. Il y a ce label qui est très engageant. Donc ça, c'est très bien et qui nous engage surtout à travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique. Et ça, c'est hyper important. Et sur tout le cycle de vie, en intégrant l'utilisateur, des data centers à l'utilisateur, en intégrant bien sûr les devices, les postes de travail, les systèmes applicatifs, et bien sûr un peu d'IT for Green. Voilà. Donc de la fabrication jusqu'à l'utilisation finalement. Voilà, et donc du coup, nous, on est ravis de pouvoir agir vraiment globalement. Donc c'est ça que nous confère finalement cette démarche numérique responsable. Donc sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, et puis on a donc des réalisations plutôt satisfaisantes, des résultats, et puis encore beaucoup de travail à faire, d'où de nouveaux engagements qu'on va prendre à horizon 2027. Quand on a un groupe comme EDF qui a plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, qu'on est répartis sur l'ensemble du territoire, évidemment le parc informatique est quand même d'une taille assez grande, on va dire, pour ne pas dire colossale. Comment on fait pour mesurer concrètement l'impact de vos outils et des usages numériques sur l'environnement? Comment on va réussir à savoir tel PC fait ça, tel utilisateur fait ça? De quelle manière on observe, quelle est l'observabilité de votre numérique? Comment vous faites? Oui. Donc du coup, la question est ample. Donc du coup,
Il y a plusieurs manières d'appréhender la notion de mesure. Donc, bien entendu, la mesure est indispensable pour piloter et s'améliorer. Donc, ça, c'est l'adage que tout le monde connaît. Sur la notion de carbone, je mettrais juste un bémol, qu'il y a quand même une certaine complexité aujourd'hui. C'est-à-dire on manque cruellement de consensus scientifique sur la réalité d'empreinte carbone, d'empreinte environnementale, de certains usages du numérique. Par exemple, moi-même, j'ai dit beaucoup de bêtises il y a peut-être 3 ans sur l'empreinte carbone d'un email. Aujourd'hui, on sait très bien, il serait à peu près 20 fois inférieur à ce qu'on pouvait dire il y a 3 ans. Donc, il faut utiliser ce sujet avec des pincettes et il faut y consacrer, de prudence. De mon point de vue, une énergie raisonnable. Pour autant, nous, on mesure l'empreinte carbone donc, du numérique d'EDF. On le fait par le biais donc, justement du benchmark qui s'appelle Winner, qui est mis à disposition et mis en œuvre par l'Institut numérique responsable. Très bon institut, vous remarquerez. Voilà, donc, et donc du coup, celui-ci nous permet donc d'avoir un feedback annuel. Donc, c'est un pas finalement plutôt satisfaisant, je trouve, par rapport à ce qu'on en fait derrière, sur donc la mesure qu'a l'empreinte carbone par utilisateur donc de l'ensemble des services numériques. Donc on complète donc ce feedback qui est juste annuel et qui nous permet pas de travailler en finesse par plutôt une innovation qu'on a fait donc depuis l'année dernière, c'est qu'on peut dire dans notre démarche FinOps, on a couplé notre moteur de costing de comptabilité analytique avec un modèle d'émission de facteurs d'émissions de dioxyde de carbone. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on commence à avoir, on en est qu'au début. Donc, à une maille très fine, service par service, unité par unité, département par département, et même demain, dans le catalogue d'offres de services, on pourra non seulement préciser le prix de l'offre de service, je sais pas, accès web, voilà, hébergement data center, avec tel niveau de qualité, etc., de SLA, et on pourra mettre aussi en face donc l'empreinte carbone du service associé. Et là, à mon avis, c'est beaucoup plus puissant. C'est avoir juste une empreinte carbone, une photo, voilà, on attend, voilà, autour de 200 kg par utilisateur d'émissions de dioxyde de carbone chez EDF, sans compter la partie scope 3, attention, que j'évoquais en début de notre émission. Voilà, donc avec ça, je pense qu'on va pouvoir bien plus se challenger et avoir des choix éclairés lorsqu'on décide de prendre tel service par rapport à tel autre, tel SLA par rapport à tel autre. Et ça, c'est vraiment très important pour engager durablement donc l'entreprise et notamment les DSI, donc des choix dans une démarche de décarbonation de leurs propres activités. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que déjà, c'est un travail d'équipe en interne, mais aussi en externe, puisque vous vous appuyez sur des données qui sont externes, des certifications qui semblent avoir une importance majeure dans vos décisions, et sur les partenaires. Bien sûr. Moi, j'ai tendance à penser, alors c'est un peu une boutade, mais qu'on est plutôt CM1, CM2 en numérique responsable, tous collectivement, quoi. On est encore très, très jeunes. Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, d'ailleurs. Voilà, donc du coup, voilà, il faut avoir ce constat d'humilité. Et quand on est au démarrage, la première chose à faire, c'est aller d'apprendre de partout. C'est d'échanger avec IT for Business, avec tous nos pairs, l'Institut numérique responsable et les autres institutions qui sont très présentes et très dynamiques pour aider des organisations comme le groupe EDF à progresser au contact de ses pairs. Il y a 2 stratégies parallèles au sein du groupe. Il y a le Green IT, on en parle depuis tout à l'heure, et vous nous l'avez un petit peu teasé, si je puis dire, l'IT for Green. Comment menez-vous ces 2 approches? Et concrètement, notamment sur la partie IT for Green, comment ça se concrétise au sein du groupe EDF? Sur le Green IT, j'en ai parlé. Donc, on a une démarche aujourd'hui structurée avec un plan d'engagement à 3 ans par cycle. Donc, ça, c'est ce qui nous est imposé par le label numérique responsable. Et donc, on arrive justement à avoir des résultats, ce que l'on pilote. Par exemple, on a divisé par 2 la consommation par serveur dans nos data centers. On a allongé la durée de vie de tous nos devices, donc de tout le parc entier de plus d'1 an. Et pareil pour les smartphones. Donc on a des résultats en termes d'empreinte carbone de nos services numériques applicatifs, notamment sur nos sites institutionnels, qui sont plutôt assez exemplaires. Après, on a encore beaucoup de travail. Je pense notamment à dalkia.com, à edf.fr. On a des résultats au niveau de l'utilisateur. Les impressions, par exemple, on a un beau résultat, c'est qu'on a réduit de 250 millions de pages par an les impressions chez EDF. Ça fait 56 tours Eiffel superposées chaque année, économisées. Rien que ça. Voilà. Hors effet Covid, je suis précise. Voilà. On a des politiques de rétention qui nous permettent d'être aussi sobres sur la data, notamment la data des utilisateurs.
tous les mails chez EDF sont supprimés automatiquement au bout de 6 mois. Toutes les conversations Teams sont supprimées chez EDF tous les 6 mois. Les enregistrements vidéo, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Ça évite de stocker pendant des mois, du coup, d'avoir des data, parce que la data est souvent générateur de matériel qui elle-même consomme de l'énergie, un matériel qu'il faut fabriquer, et on sait très bien que l'empreinte carbone est extrêmement concentrée sur la phase de fabrication de ces matériels. Ça, c'est pour la partie Green IT. Et donc là, dans nos voies de progrès, je pourrais en parler. Donc il y a notamment ce que j'expliquais, les achats numériques responsables, ce qui est un sujet très important. Sur la partie IT for Green, nous, on a un peu la chance d'avoir un double gisement de gains à IT for Green. Voilà. On a, j'ai envie de dire, celui un peu, j'imagine, un peu traditionnel pour une entreprise industrielle, qui est lié à la digitalisation de ses processus, notamment avec le combo, j'aime bien dire ça, de l'IoT, de la digitalisation du processus et puis de l'IA, nous permet par exemple, de télémonitorer, de télémaintenir donc des actifs industriels, d'éviter des déplacements, par exemple, pour nos collègues hydrauliciens, parfois en 4x4 dans les vallées, s'il y avait un souci sur une installation. Et donc ça, c'est vraiment des bénéfices très intéressants sur le plan environnemental grâce au numérique. C'est du télémonitoring, finalement. Oui, voilà. Ou chez nos collègues d'Enedis. Donc tout le réseau à surveiller. Bien sûr, tous ces capteurs numériques avec l'intelligence pour pouvoir analyser en temps réel toutes ces datas, donc permet d'avoir des gains environnementaux substantiels. Le deuxième, on va dire, gisement de gains IT for Green, il concerne finalement notre activité vers nos clients. C'est le métier d'EDF d'aider ses clients à mieux maîtriser ses consommations d'énergie, à bien s'équiper. Ça fait partie de nos missions, j'ai envie de dire, de base depuis toujours. Voilà. Et donc, grâce au numérique, on booste justement ces missions. Si je prends par exemple un exemple côté particulier, donc B2C, on a la solution e-équilibre dans la suite EDF et moi, qui est sur peut-être votre application si vous êtes client d'EDF, qui peut vous permettre de comparer votre consommation pratiquement en temps réel par rapport à des foyers équivalents. Donc finalement, on renvoie de la data au client pour qu'il puisse lui-même s'auto-challenger sur la réalité de sa surconsommation ou sa sous-consommation. Donc sans ce baromètre, sans cet étalon, c'est difficile de savoir si on a progressé ou pas. Côté plus industriel, on accompagne bien sûr les industriels des entreprises qu'on appelle notamment électro-intensives à mieux consommer l'énergie nécessaire à la fabrication de leurs produits ou peut-être de leurs services. Et donc des entreprises comme EDF Commerce, comme notamment Dalkia, va utiliser énormément de data grâce à ces capteurs IoT pour aider en temps réel à optimiser donc la consommation énergétique de ces actifs. Ça peut être des chaufferies de piscine, olympiques, ou ça peut être donc des usines de pétrochimie. Bon, en tout cas, on comprend bien dans ce que vous dites, sans gestion de sa data, impossible, très compliqué de passer de l'IT for Green. Vous avez tout dit, Alessandro, c'est que finalement, la valeur, c'est la data, finalement. Et cette data-là, avec les nouveaux systèmes numériques, toujours plus performants, plus imbriqués et plus temps réel, permettent des cas d'usage d'IT for Green toujours plus intéressants. Dans l'échange et dans ce que vous dites depuis le début de cet échange, on parle beaucoup du travail d'équipe. Oui. Comment on arrive à embarquer les collaborateurs dans ces missions? Est-ce qu'il faut encore les sensibiliser? Vous êtes un groupe qui fait depuis X années du Green IT et des stratégies de responsabilité. Est-ce que c'est encore un sujet de dire aux collaborateurs il faut bien penser à éteindre son PC? Est-ce que vous pensez que... comment faire pour embarquer l'ensemble de la chaîne finalement? Parce que là est tout le sujet. Oui. Alors moi je dirais qu'on a une chance chez EDF, c'est que les salariés du groupe EDF sont extrêmement sensibles aux sujets environnementaux. Puis en plus ils adorent tout ce qui est numérique, tout ce qui est moderne. Donc là c'est vraiment coche les deux cases. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de les bousculer. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail et qu'on ne fait rien, au contraire. Mais je trouve déjà il y a une appétence, donc il y a un terrain culturel qui est extrêmement favorable. Donc ça, c'est vraiment une chance, en tout cas chez nous. Après, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle classiquement de la conduite du changement. Donc, notamment pour les politiques de rétention que j'évoquais tout à l'heure, pour limiter les impressions, donc il faut expliquer le sens. Pour expliquer le sens, c'est des témoignages, des vidéos pédagogiques, des micro-formations, plutôt en ligne, en général sur ces sujets. Et c'est important de communiquer en permanence et aussi passer par la voie managériale lorsque c'est nécessaire. Par exemple, je souligne
on a quasiment 100% en tout cas des directions d'EDF ont fait la fresque du climat. C'est énorme. Enfin, ça a été un engagement monstrueux parce que, par contre, c'est des tables de 6 personnes à chaque fois qu'il faut animer. Voilà. À l'ensemble du groupe, voilà, ça va vite. Alors on n'est peut-être pas 100% à l'ensemble du groupe, mais on a un volume de salariés fresqués qui doit dépasser, si j'ai bonne mémoire, les 80 000 personnes. Ce qui n'est pas rien. Est-ce que finalement, vous voyez un plafond de verre au sein du groupe EDF, au Green IT, même à l'IT for Green? Est-ce qu'il y a un moment, ça va bloquer? Est-ce que toutes les étapes seront faites ou il y a toujours du travail à accomplir finalement? Est-ce que vous avez parlé d'une stratégie 2027, donc jusqu'à horizon 2027, il y a de quoi faire, mais est-ce qu'après, voilà, vous pensez que vous aurez atteint les objectifs que vous souhaitez et que finalement, il n'y aura pas de possibilité de faire plus? Donc, là, je vois, il y a beaucoup de débats autour de l'IA générative aujourd'hui. Et j'entends certains me dire, mais on va faire moins du coup. Alors, donc, du coup, déjà, je pense qu'on en a pour perpète sur ce sujet, déjà, clairement. Aux prémices. Pourquoi? Parce que la technologie, il y en aura toujours des nouvelles. Et il faudra toujours déployer avec responsabilité ces nouvelles technologies et utiliser ces technologies aussi pour faire des gains environnementaux. Voilà, donc du coup, c'est Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Voilà, donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Après, en termes de plafond de verre, pour moi, ma première réponse, ça serait surtout le marché. Le plafond de verre, il est lié au marché. On est de plus en plus dépendant des solutions du marché. Nos projets de système d'information sont de plus en plus des projets d'intégration de logiciels du marché de grands players mondiaux avec qui on a peu d'influence, on va dire, si on n'est pas groupé ensemble, d'où l'importance vraiment de travailler dans le cadre d'institutions. Et si on n'a pas notamment des politiques publiques qui permettent d'imposer notamment à ces grands players plus de transparence, voire plus d'engagement à réduire leurs empreintes environnementales, notamment lorsqu'on change de version, basiquement. Aujourd'hui, je cherche encore, j'ai vu que des premières études sur l'impact du passage de Windows 10 à Windows 11. On va avoir un renouvellement matériel mondial énorme. Voilà, donc du coup, voilà. Ou des solutions Office 365, par exemple, qui vont nécessiter encore plus de mémoire vive sur les postes. Donc du coup, en général, quand on change de matériel, c'est pas parce qu'il est cassé. C'est parce que nos solutions... C'est peut-être là qu'est le problème. Favorites ont du mal, on commence à laguer, sont lentes, fonctionnent moins bien. Et donc voilà, donc du coup, nous, on peut, à notre main, sur nos développements internes, agir en matière d'éco-conception. On peut aussi rentrer dans une logique d'éco-intégration des logiciels de marché, notamment sur des solutions cloud. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais comme vous le disiez très bien, c'est un sport d'équipe. Il faut qu'aussi, qu'en face, on ait une solution déjà sur étagère qui soit éco-conçue. Ouais, donc ça appartient aussi aux partenaires et aux fournisseurs. Voilà. D'où l'importance de cette chaîne de valeur, de bien la prendre en considération dans la démarche numérique responsable, dans son intégrité. Pas regarder que son périmètre personnel. Richard, il nous reste une petite minute. Il me semble que vous faites quelque chose aussi avec les PC. Certains donc, ne sont pas tous finalement en durée de vie, mais peut-être pour vos opérations ne sont plus 100% utilisables. Vous en faites don, il me semble, à des associations et des écoles, c'est ça? Ça nous arrive, oui, bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, on va dire, on alimente beaucoup l'économie circulaire. C'est un levier important donc du numérique responsable. Donc c'est du bon sens aussi. Voilà. Donc et donc on a globalement, je dirais autour de 99% de nos matériels qui font l'objet d'une seconde vie. Et pour certains matériels, lorsque c'est possible, c'était le cas l'année dernière, on a donné jusqu'à 15 000 PC à des associations, des écoles, par exemple à la ville de Nanterre, notamment pour aider notamment à l'équité sociale, voilà, et à l'inclusion. Et donc oui, c'est des choses qu'on fait régulièrement et c'est plutôt un plaisir, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Super. Richard, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'IT for Business et de la matinale pour partager votre expérience et vos travaux au sein du groupe EDF. Je vous propose de continuer cette émission avec Thomas Paquebé et ses prochains invités juste après ça.
t'es prêt? Attention, silence. Nous poursuivons notre émission avec un nouvel invité, Dominique Bossard. Bonjour. Alors Dominique, vous êtes DSI et Data du groupe Ener et vous avez été préalablement, et c'est notamment là-dessus que portera une grosse partie de votre témoignage, DSI en charge de la RSE au sein du groupe Mutex, une filiale du groupe Vive, acteur important de l'assurance et de la protection, en fait, protection des personnes en France. Alors, vous l'avez entendu, vous avez entendu votre confrère juste avant. On a terminé en parlant notamment du matériel et du rôle sociétal de structures comme EDF. J'aimerais qu'on prenne un tout petit peu plus de recul avec vous et qu'on regarde notamment des slides qui vont s'afficher sur vos écrans, qu'on prenne un peu de recul sur l'impact réel de l'environnement aujourd'hui. Quel est-il, cet impact dont on parle de plus en plus régulièrement? On va avoir un slide qui va s'afficher là tout de suite. Voilà, on peut mettre le prochain tout de suite avec les informations nécessaires. Encore, on peut encore avancer un tout petit peu. Voilà. Déjà, d'un point de vue très global, on a cité effectivement précédemment le GIEC, on aurait pu citer évidemment Shift Project, on peut citer beaucoup d'organisations, l'ONU, qu'on voit juste à côté du GIEC là, sur ce slide-là, les ODD qui font partie effectivement de cette vision plus globale, mais au niveau de l'environnement, j'ai préféré garder deux visions, deux schémas. Pourquoi vous avez gardé cela d'ailleurs? Parmi toutes les figures disponibles? Parce qu'en fait, il résume bien, pour moi, la problématique à la fois en tant que citoyen, celui de gauche, les limites planétaires. Alors, j'aime pas beaucoup le terme planétaire parce qu'en fait, c'est les limites de l'humanité qu'on voit à travers ce schéma-là. C'est-à-dire que quels sont les 8... Alors, en fait, dans les faits, c'est 9, mais là, il y en a 8 qui sont chiffrés. Quelles sont les limites qu'il est déraisonnable de dépasser? Et en l'occurrence, vous pouvez probablement le voir, ce qui est dépassé, c'est en orange. Sur les 8, il y en a 6 qui sont dépassés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compromet notre futur. Le vivant est compromis, l'humanité est compromise, et on y va plein pot. Donc ça, c'est la partie gauche, très globale. La partie droite est plus sectorielle. C'est la vision qu'ont les assureurs de nos risques futurs. Et là, ce schéma, il n'est pas terrible non plus. En l'occurrence, il est très orienté IT, pour le coup. En tout cas, le DSI responsable de la RSE que j'étais et le citoyen que je suis toujours, est toujours DSI par ailleurs. France Assureur, et je vous invite à regarder effectivement l'étude qui a été publiée par France Assureur sur ce sujet-là. France Assureur a classé l'ensemble des risques futurs. Le premier, c'est la cybersécurité. Le deuxième, c'est l'environnement. On se dirige peut-être, juste une question, Dominique, j'entends de plus en plus en lisant les éléments que vous venez de mentionner qu'on se dirige vers un monde inassurable, parce que les risques vont être tellement incroyables. On le voit notamment, et malheureusement pour nos compatriotes du nord de la France, qui, j'écoutais la dernière fois des gens qui avaient fait réparer leur maison 6 mois avant. Leur maison se retrouve 6 mois après avec 2 mètres d'eau, absolument tout à recommencer. Est-ce qu'on se dirige finalement vers un monde qu'il va être de plus en plus difficile d'assurer? C'est bien pour la raison pour laquelle France Assureur regarde ça de très très près. Donc l'ensemble des assureurs de la place, effectivement, le problème de l'assurabilité de notre monde est un vrai sujet. Évidemment par les tempêtes et autres phénomènes qu'on peut voir, plus diluviennes, etc., mais également les effets de type Covid. Et puis, si on reprend ce schéma en fait des risques d'assurance, on a un cocktail qui est quand même assez explosif, puisqu'on trouve les risques environnementaux, les risques de cybersec, mais également les risques d'instabilité géopolitique. Si on combine l'ensemble, on voit qu'on va vers un futur dans lequel on va avoir des problématiques de dépassement de limites, donc de dépassement de métaux rares, et donc de difficulté à s'approvisionner, plus une combinatoire avec des risques géopolitiques. On a intérêt à anticiper, quoi. On a intérêt à réagir. On va remettre les prochaines slides sur l'écran. On a parlé du rythme, du risque, global. Voilà, on peut mettre la prochaine. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question plutôt sur... on peut rester sur celle-là, c'est la bonne. Quel est l'impact de l'IT sur l'environnement? Parce qu'on le dit beaucoup, on l'a dit lors de la première présentation. Quelle est votre lecture de la situation? Ma lecture de la situation, c'est... Alors, j'ai mis un petit bonhomme vert, évidemment, c'est pas quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, mais c'est quand même, malgré tout,
la situation, la posture qu'on a trop souvent facilement. On est à la fois la solution et on est quand même un petit peu le problème. Mais on a plutôt tendance à dire on est la solution. Ben non, pas vraiment. L'informatique, ça pollue, il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Le matériel, ça pollue. Et le matériel va être de plus en plus compliqué à construire. Donc on a peut-être un effet vertueux. C'est comme c'est quelque chose qui va être difficile à construire. On va être de plus en plus soucieux, effectivement, de ces choses-là. Mais aujourd'hui, à date, il faut vraiment garder en tête qu'on n'est pas que la solution. On est vraiment une activité qui pollue beaucoup. Et donc tout ce qui était évoqué précédemment sur l'IT for Green, c'est formidable, mais aussi c'est le Green IT, il faut vraiment le travailler, être dans la responsabilité permanente d'un usage pondéré des affaires. J'aimerais vous faire réagir sur ce qu'a dit Richard Bury juste avant, qui était intéressant, c'était la fin de la discussion, je crois que c'était une des dernières questions de mon collègue, sur le fait d'avoir des solutions qui sont de plus en plus gourmandes, alors que sur le mobile, on voit qu'il y a je dirais presque un chemin en arrière qui commence à être fait. Alors on en parlera avec notre invité juste après autour du code. On sait que la sobriété du code permet aussi d'avoir des équipements qui vont consommer moins, qui sont donc moins puissants. Est-ce que c'est une piste, premièrement, qu'il faut aborder, dans laquelle il faut accélérer? Et deuxièmement, plus important, quelle marge de manœuvre vous avez face à des éditeurs qui finalement créent un mouvement et créent finalement un besoin qui n'est pas forcément celui des entreprises? Déjà, il faut être... mais c'est vraiment le leitmotiv qu'on doit avoir en permanence, c'est être capable effectivement de mesurer, de savoir de quoi on parle, tout ramener à des valeurs physiques, être en permanence sur la compréhension des enjeux, des choses très anecdotiques. Moi, je bats ma coupe. Hier, j'ai envoyé un PowerPoint qui faisait 6 mégas. Bon, il y avait une slide, c'était n'importe quoi. Bon, heureusement, un collègue m'a dit, mais... Il l'a ramené à 250K. Bon, si on fait tout ce type de mouvement, là, je ne prends pas un tout petit bout de la lorgnette, mais c'est des mouvements qu'on doit s'obliger à être en permanence sur cette veille-là. Vis-à-vis des fournisseurs, des éditeurs, prise de conscience également. Je veux dire, moi, je rame en permanence pour que les fournisseurs viennent petit à petit dans cette prise de conscience. Le Scope 3, c'est un Scope 3 qui embarque tout le monde, les fournisseurs. Et alors, les éditeurs, il faut leur taper sur le cuir en permanence. Et il faut vraiment que la société, avec un grand S, les pointe du doigt et qu'ils soient raisonnables. Enfin, comme évoquait le confrère, effectivement, le changement des PC est aujourd'hui drivé par Windows et Microsoft. C'est un scandale. Comment les assureurs peuvent-ils aborder la question de la réglementation? On sait qu'il y a eu énormément de changements, alors qui concernaient les GAFAM bien sûr, mais des changements pour le coup plutôt positifs. C'est ce qu'on appelle les notations et les éléments extra-financiers. Le CSRD en est un. On va voir un slide d'ailleurs qui va permettre d'illustrer au propos. Comment est-ce qu'ils peuvent se préparer et comment est-ce qu'ils peuvent justement faire de cette réglementation un levier finalement et pas une contrainte? Si on le vit comme une contrainte... ça va pas le faire du tout, ça va pas être agréable pour personne. Je vois vraiment la réglementation comme une opportunité, effectivement, pour s'aider, se challenger et avoir quelque chose qui permette d'embrasser les limites planétaires que j'évoquais tout à l'heure. Et le schéma de la CSRD, qui est celui qu'on voit là l'architecture globale de la CSRD, englobe bien l'ensemble de ces limites-là, peu ou prou, et permet effectivement d'extraire les indicateurs qui, pour un secteur donné, vont être des indicateurs pertinents. Donc on a un continuum dans la réglementation. Enfin, il y a une vraie prise de conscience. À travers la réglementation, il y a une contrainte qui se met en place, mais pour moi, je le vois vraiment comme une opportunité. Et il faut jouer avec, sinon ça va être très triste. Sinon, c'est un peu... Effectivement, c'est un peu triste. Comment le groupe auquel vous avez appartenu jusqu'à récemment, Mutex, a-t-il abordé cette question de l'empreinte carbone? Et la slide suivante va nous permettre de rentrer dans le détail de vos propos. Alors, ce qui me rassure dans les types d'échanges comme on tient là, c'est que finalement, on converge tous quand même sur une démarche, et qui est une démarche assez, maintenant qu'on peut considérer comme classique, mais au début, je me suis cherché en 2021, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était pas évident. Ce qu'on voit dans ce schéma-là, très mal, mais en tout cas, je vais vous décrire, c'est une partie méthodologique déjà. Il faut se faire aider. Enfin, l'ADEME est très dynamique sur ces sujets-là, l'AFNOR aussi.
Donc il faut se faire aider en méthodologie. Cast, que vous citiez tout à l'heure, peut aider également, mais c'est pas une norme, mais ça aide également. IJO est très dynamique, c'est une superbe boîte, on va le voir tout à l'heure. Mais la norme, la méthodologie, c'est super important. Et ça permet de cadrer, ça permet de dynamiser. Ce qui est très important aussi, c'est d'embarquer toute la boîte, de tout en haut jusqu'en bas. Et le tout en haut est également très important. Il faut avoir un sponsoring fort du CA. C'est ce qui a été fait côté Mutex, un sponsoring fort de la direction générale. J'étais membre du COMEX, donc de fait, j'étais bien placé pour donner et impulser. Et puis après, avoir ces crans qui permettent de dire c'est bon, on avance, on progresse. Donc les bilans carbone sont évidemment des outils intéressants, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'événements qu'il faut... Voilà, il faut que ce soit festif, cette histoire-là. Encore une fois, on a un futur qui est intéressant et on en fera quelque chose de bien si on le bosse, quoi. Bon, c'est quand même... C'est vrai qu'on entend rarement ces phrases-là. Et quand je regarde les premiers slides que vous avez montrés, c'est vrai que ça incite pas forcément à l'espoir. Et on parlera justement vous avez cité tout à l'heure Cast et IJO. On finira l'émission avec IJO, justement, c'est intéressant parce qu'ils ont une vision très, très, très positive. Et c'est vrai que au-delà de tout ce qu'on constate, il y a des raisons d'espérer, comme le dit un personnage d'Alexandre Dumas dans un roman. Bref. Peut-être revenons sur le groupe Mutex. Quels ont été les efforts entrepris plus précisément sur l'IT par le groupe Mutex? Alors, sur l'IT, il y a pas mal d'efforts, mais déjà, il y a une règle avant toute chose. C'est évidemment pas prendre la chose par le mauvais côté, c'est-à-dire pas chercher à compenser. C'est vraiment la dernière roue du carrosse, la compensation. C'est d'abord moins consommer. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, moins consommer, mieux consommer et compenser s'il en reste. Il en restera de toute façon, mais déjà moins consommer. Dans les autres éléments très, très marquants, c'est mesurer. Alors, c'est pas évident de mesurer. On a vite fait de se raconter des blagues. On fait des coefficients monétaires qui disent à peu près tout et n'importe quoi. Donc, il faut mesurer en ramenant dans le physique, le concret. Et alors, merci Alain, encore une fois, qui interviendra tout à l'heure. Alain m'a dit, mais un nombre de fois étonnant, ramène-toi au physique. En permanence, ramène-toi au physique. Mais à quoi servent, pardon Dominique, à quoi servent les calculatrices dont on entend parler ces dernières années qui sont censés nous donner, on en parlera probablement tout à l'heure, mais qui sont censés donner finalement une vision globale, ouais. On en dira peut-être un mot avec Avanade, mais une vision globale sur l'empreinte IT et sa consommation. Elles sont censées justement aider à raccrocher au réel. C'est toujours bien d'avoir un indicateur global, un dashboard qui vous donne un point d'avancement et vous voyez effectivement que vous progressez de moins 5% au bilan carbone, c'est super. Mais à un moment, il faut quand même zoomer. À un moment, il faut aller chercher les effets leviers, le 80-20, il faut aller le chercher. Et il est où ce 80-20 ? Il faut quand même mesurer sur du concret. Et c'est bien ce qui est important. Et c'est ce qui induit le fait d'être obligé, entre guillemets, mais c'est de toute façon quelque chose qui vient assez naturellement de former tout le monde, parce que dans chacune des niches de tous les métiers, de la personne qui s'occupe de la clim à la personne qui s'occupe du PC, des data centers, des racks, etc., jusqu'au développeur, il faut que chacun mette sa main à la pâte. Il faut vraiment sensibiliser. Et travailler, ouais. Donc, moins consommer, mieux consommer, mesurer et surtout, former et embarquer. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment importantissime. On a encore quelques slides. Je crois qu'on peut revenir dessus. Il y avait quelques éléments que vous avez présentés. Alors peut-être on peut passer au suivant et au dernier. Je crois qu'il nous reste une minute à peine, une trentaine de secondes. Est-ce qu'on peut revenir rapidement, Dominique, sur quelques actions précises que vous avez entreprises? On peut peut-être prendre effectivement le tout dernier, avancer de 3 slides. Les actions précises, au-delà de toutes celles que j'ai démontrées. Mettre en mouvement une entreprise, c'est long. Il nous a fallu 1 an et demi quand même pour que la boîte se mette en mouvement. Et quand je dis un mouvement, c'est pas juste de la gesticulation, c'est un mouvement de fond, quelque chose qui est stable et qui est pérenne. Mais au niveau IT, il se trouve que Mutex est une entreprise qui est complètement positionnée sur le cloud. On a fait ce mouvement-là il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Et effectivement, le fait d'être sur le cloud nous a permis de jouer, notamment sur les arrêts relance. La suppression des data, c'était un effet immédiat. Alors après l'effet mutualisation du cloud, on a cette pression à mettre sur les cloud opérateurs pour que dans les faits, mais économiquement, ils n'ont aucun intérêt à être surpuissants. Donc ils s'ajustent par les faits. Mais l'avantage du cloud est d'avoir une calculatrice
ça permet de dire, quand j'arrête 10%, c'était le cas de Mutex, de mon espace 10 consommé, c'est 10% de moins dans ma facture. Les DAF adorent ce genre de dynamique. Et puis, ça induit de la CPU en moins, etc. Et l'autre levier très important, au-delà du fait qu'on a effectivement allongé la durée de vie jusqu'à panne et obligation Windows des PC, mais l'autre élément très important, ça a été l'arrêt relance des PC. La nuit, pléthore de serveurs servaient à rien, on les a éteints. Certains, on les a rallumés automatiquement, d'autres uniquement à la demande, et on a fait baisser de façon drastique en fait notre consommation. Bon, il y a donc... Alors, juste, il y a un petit chiffre qui est intéressant. Mutex a baissé de 5% son bilan carbone en un an. Donc, on est quasiment 5, on est à 4,7 ou quelque chose de mémoire dans ce chiffre-là. Le 5% des accords de Paris, il faut aller le chercher. Donc, c'était l'année dernière. Maintenant, avec Kenner, on va s'amuser. Il va falloir qu'on aille aussi chercher une mesure, mieux mesurer, mieux travailler, et puis aller chercher ces 5% et aux bons endroits. Parce que ces 5%, il faut aller les chercher. J'ai hâte de vous retrouver d'ici quelques temps pour voir justement comment vous serez allé les chercher. À votre service. Avec les dents, comme le disent certains d'entre nous, c'est 5%. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, vous pouvez nous quitter ce matin. On va poursuivre notre réflexion, cette fois-ci en parlant du code. On l'a évoqué déjà à plusieurs reprises. Et nous allons faire cela avec notre prochain invité, notre prochain expert, Thierry Battu, qui arrive dans quelques instants. Thierry, bonjour. Thierry Battu, vous êtes directeur de marché secteur banque et assurance, ça tombe bien, chez Cast Software. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Cast, que j'appelle souvent Cast, mais oui, Cast Software. Bonjour Thomas, merci. Nos solutions, on est au cœur du sujet. Nous, notre point clé, c'est d'aller regarder dans le code source des applications ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne pas bien, avec une vision tout à fait particulière, en effet, sur l'éco-conception des actifs logiciels. Alors, je le précise pour ceux qui nous suivent et qui sont inscrits, Thierry Battu n'est pas Rémi Jacquet. Thierry, c'est ça. Il y avait alors on peut peut-être le dire à l'antenne, vous avez votre événement annuel cette année. On a un gros événement avec une 60aine de clients, en effet, sur un domaine tout à fait important, l'IA générative. Et donc, il y a beaucoup de choses à préparer. Voilà. Donc, un gros sujet qui parfois induit des changements de dernière minute. Alors, en revenons maintenant sur le code. Quelles informations vous pouvez avoir? Et je le disais juste avant, le code aujourd'hui, on sait qu'il y a un mouvement qui est entrepris, déjà pour mieux le comprendre, et pour le faire maigrir un tout petit peu. Comment est-ce que vous pouvez contribuer justement à assécher, entre guillemets, ce code? Tout à fait. Toutes les applications ne consomment pas la même chose. Si vous avez des applications GPS dans votre voiture, vous savez qu'il y en a certaines qui consomment beaucoup plus que d'autres. C'est un fait établi. Nous, notre point clé, c'est justement analyser ce code source. On y met beaucoup d'intelligence. On met de l'intelligence pour définir des patterns, justement, pour trouver en fait ce qui fait qu'une application va être robuste, mieux sécurisée, plus performante. Et on a travaillé depuis des années avec un consortium américain qui s'appelle le CISC, qui a mis en place un certain nombre de règles sur la partie éco-conception. Donc ces règles, on les a intégrées, ça fait plus de 5 ans qu'on l'a intégré dans notre moteur de règles et qui nous permet d'avoir cette vision sur, en effet, l'efficience et l'éco-conception du code écrit. Ces patterns, cette intelligence, on les met au service de 2 plateformes chez nous. Il y a une plateforme qui s'appelle Cast Highlight, qui est là pour regarder un portefeuille d'applications. Et donc, ça va être capable de mettre à disposition d'informations sur un panel d'applications et de travailler, de mettre en lumière une dette technique, mais une dette technique avec cette connotation Green IT. On va être capable de dire exactement quelles sont les choses à réparer parmi ces patterns. La deuxième plateforme, Cast Imaging, au lieu d'être sur un portefeuille, va rentrer dans le détail d'une application. On va faire un reverse engineering de l'application pour comprendre justement, on va en faire une réplique numérique pour comprendre les modules, les artefacts, comment tout ceci interagit et pouvoir retracer des transactions. Tout ceci à partir automatiquement d'une analyse statique du code. Et là, c'est fortement intéressant parce que ça permet de regarder dans le contexte les accès à la base de données, comment fonctionnent les algorithmes, et de pouvoir en effet trouver un
plan, et c'est là où on rajoute une couche d'intelligence, parce qu'on va être capable de dire voilà les défauts qu'on a détectés dans l'application, et surtout on va être capable de les prioriser dans le temps. On va être capable d'optimiser. Si on dit à un développeur, voilà, tu as 1000 jours hommes à travailler, à dépenser sur une application, il va nous regarder un peu bizarrement en disant ouh là là, ça va durer très longtemps. Si par contre on lui donne un plan d'action court terme, moyen terme, long terme, ça fonctionne. Pardon Thierry, allez-y. Et pour ajouter, en fait, ce type de modèle, on a eu la chance en France, c'était un partenariat avec Orange Lab, de faire le vrai bench, ça veut dire de faire cette analyse statique où on a donné ce plan d'optimisation et puis une analyse dynamique pour mesurer la consommation de l'application. Et sur plusieurs runs type de test, on a démontré des gains de 30% de consommation d'électrique sur une application donnée. C'est ça en fait, et vous m'offrez une belle transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défi principal, lorsqu'on parle des applications, on n'en parlait pas il y a quelques années, on sait qu'aujourd'hui, elles consomment énormément de ressources si elles ne sont pas bien configurées et si elles sont, je dirais, pardon pour ce barbarisme, mais surconfigurées, alors qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de lignes de code ou des dizaines ou des quinzaines ou peut-être même des milliers de lignes de code qui finalement ne feront que consommer de l'énergie. Vous venez de le dire, vous avez un outil qui permet justement de déceler cette surconsommation. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots ? Alors ça, c'est un point important et c'est une grosse demande des clients. C'est bien de dire voilà les problèmes rencontrés, mais c'est bien également de dresser le potentiel. Donc la nouveauté, c'est qu'on est capable de mettre en place quelque chose qui va nous dire voilà le nombre de kilowatts, le gain potentiel, si on travaille sur les défauts, le gain potentiel à adresser. Et ça, c'est un gain qui va arriver directement en kilowatts. Pour ça, on va associer à la fois l'analyse de code, des informations complémentaires sur l'infrastructure. Est-ce que c'est un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs? Est-ce que c'est dans un data center? Quelle est la localisation? Parce que l'énergie est moins carbonée en France, va l'être plus dans d'autres pays. Donc toute cette information va nous permettre de calculer ce potentiel en kilowatts directement. On s'est associé avec la Green Software Foundation pour ce faire. Ils mettent à disposition un certain nombre de benchmarks, un certain nombre d'outils, notamment ce qu'on appelle le SCI, le Software Carbon Impact. C'est des formules mathématiques qui donnent un résultat. Alors si Jean Covici était là, on pourrait parler en joules, mais là on n'a pas avec EDF. On n'a pas encore 8 heures, plutôt, mais ça viendra. plutôt en kilowattheure. Et donc ça, c'est des choses qu'on met à disposition maintenant de nos clients. On l'a même benché en interne, on l'a utilisé nos propres outils. Avec quel résultat chez vous en interne? Parce qu'on dit souvent les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais j'aimerais voir si on... Alors on a fait tourner en effet notre outil sur notre plateforme SaaS. On a déterminé, l'outil nous a dit qu'il y avait 400 kilos carbone d'économie potentielle. Donc le travail est en cours et on a déjà mesuré en fait des gains de l'ordre de 5% de performance globale sur la solution SaaS Cast Highlight. Donc on continue, c'est tout à fait pragmatique. D'accord. L'une des questions qui se pose depuis un certain nombre d'années, c'est la question de l'attractivité. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes publics sont particulièrement concernés par la problématique, on en parlait, des limites planétaires, de l'environnement, du changement climatique. Quel rôle votre solution et peut-être plus largement cette définition autour de la sobriété des outils informatiques et du code, comment est-ce qu'elle peut permettre justement cette définition d'attirer peut-être des plus jeunes publics et pourquoi est-ce que ça doit faire partie peut-être de la stratégie des organisations? Alors ça, c'est un très beau sujet. Le BCG avait fait un très bel article il y a 2 ans sur justement le point clé, c'est l'attractivité. Parce que recruter de nouvelles personnes dans les services informatiques, c'est pas la chose la plus facile du moment. J'ai un cas concret en tête, parce que c'est bien d'attirer les nouveaux talents et aussi il faut arriver à un moment où ils sont sensibilisés et surtout on rentre dans une boucle d'amélioration continue où la démarche et la culture est vraiment en action. J'ai en tête un de mes bons clients, c'est une banque en ligne très connue que je salue. Malheureusement, je ne peux pas les citer, mais on les invitera ici un jour. J'espère bien. Eux, ils sont vraiment rentrés dans une... D'abord, on l'a cité tout à l'heure avec EDF, ils sont également dans une démarche de labellisation, le label numérique responsable. Cast, on participe à cette labellisation sur la partie code. Il l'a dit tout à l'heure, ça permet de regarder plusieurs facteurs dans une DSI. Mais sur la partie code, on a mis en place des indicateurs qui sont suivis, que ce soit au COMEX, au CODIR et avec les squads de développement,
Derrière, on est capable de responsabiliser les équipes de développement en montrant exactement les défauts. Et surtout, on est capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette intelligence, d'optimiser les plans d'action. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une boucle d'amélioration continue qui font que, oui, on va être plus attractif pour recruter, et 2, on va être plus attractif pour garder ces jeunes employés. Et ça, c'est un défi. Les conserver, c'est un défi en tant que tel. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. Toute dernière question, Thierry. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui cherchent justement à sensibiliser leurs développeurs sur cette problématique de sobriété du code? On a 1 minute, un peu moins d'1 minute maintenant. Je crois que le point clé, c'est être pragmatique. C'est vrai que travailler sur l'intégralité d'une DSI, ça peut être compliqué parce que le calcul des chiffres sont complexes. Travailler sur un top 5, top 10 des applications les plus stratégiques pour l'entreprise ou surtout les applications où on met le plus d'argent. De plus en plus, on arrive dans un constat où le COMEX est d'accord pour mettre de l'argent pour développer des nouvelles applications ou améliorer des applications et vont demander en même temps que les développeurs, les équipes de développement et tout le management des études puissent réussir à trouver des applications beaucoup plus économes et toujours pareil, rentrer dans cette boucle d'amélioration continue. C'est une excellente chose. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour rester avec nous? Avec grand plaisir. Bon, on va rester avec nous Thierry. On va passer à la suite du programme et on va regarder de manière un tout petit peu plus globale avec nos prochains invités comment les organisations réduisent très concrètement l'impact carbone de leurs activités IT. À tout de suite pour notre table ronde. Avec nos nouveaux invités, je vous l'ai dit à l'instant, nous allons voir avec eux comment justement ils ont donné corps à cette stratégie sur la réduction de l'impact Green IT. Nous sommes avec Mélie Larocque. Mélie, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Mélie, vous êtes service designer chez SNCF Connect & Tech. Parlez-nous un peu de votre entreprise très rapidement. Alors SNCF Connect & Tech, donc on est un acteur du numérique, notamment spécialisé dans la mobilité durable. On est aussi un regroupement d'experts du numérique, donc de 1200 collaborateurs, basé à Lille, Nantes et Paris. Et on a une mission d'entreprise qui est notamment d'innover pour rendre accessibles les mobilités durables. Et ça s'incarne au quotidien, donc au travers de 2 activités. Une première activité de distributeur et d'e-commerçant, donc via notre service SNCF Connect. Et une seconde activité de créateur de solutions numériques, notamment pour les entreprises, mais aussi pour les agglomérations, les régions et le groupe SNCF. Merci Mélie. Nous sommes également avec Thierry Bonhomme. Thierry, bonjour. Vous êtes CTO chez ITF1. Alors, on connaît un tout petit peu, mais allez, présentez-nous quand même la marque. Je suis en charge des plateformes de streaming de TF1. Donc, moi, plutôt l'aspect digital. Donc, on parle de TF1+, TF1 Info, TF1 Max. Donc, notamment TF1+. TF1 Max, mes enfants connaissent. C'est ça. Tant mieux. Sur TF1+, on parle de millions d'utilisateurs, 30 millions sur le mois de mars, par exemple, en streaming. Et donc, tout l'aspect vidéo, replay, catch-up, mais aussi tous les programmes, films, ciné, tout ça. Ouais, ça, il y a du code. On en parlera. Et je voulais que Thierry reste avec nous pour en parler quelques minutes. Et nous sommes également avec Joseph Elgarib. Joseph, bonjour. Alors, Joseph, vous êtes Regional Advisory Lead chez Avanade. Allez, rappelez-nous qui est Avanade, même si on vous connaît un tout petit peu ici. Très bien, merci Thomas. Donc Avanade, c'est un acteur de transformation digitale de premier plan international. Nous sommes filiale de Accenture et de Microsoft. Nous sommes à peu près 60 000 personnes dans le monde et nous accompagnons nos clients dans la transformation digitale dans l'ensemble,
sur les aspects de conseil. Donc, moi, je suis responsable de la région Gallia, qui est France et Benelux, et des aspects... N'hésitez pas à parler plus fort. Des aspects d'expérience client, donc accompagnement sur tout ce qui est user experience, client experience, dans le sens large du terme, et puis sur tous les aspects de transformation technologique, en fait, voilà, data and AI, workplace, gestion des infrastructures, etc. Une première question pour démarrer cette discussion, elle est pour vous, Joseph. En matière de numérique responsable, alors on en a parlé juste avant, on parlait du CSRD, on a parlé un tout petit peu également avec Denis Bossard de ESG. À quel point ces critères et la directive, les critères ESG et la directive CSRD ont-ils et continuent-ils à influencer les entreprises? Oui, très bien. Je pense que c'est intéressant en fait de dézoomer un peu en fait et de regarder un peu avant le numérique responsable, en fait regarder ces critères ESG, comment ils influencent en fait la stratégie et les opérations des entreprises. Je vais le prendre sous 3 angles. En fait, je pense que c'est intéressant en tout cas de le développer. D'un point de vue client, par exemple, les clients des entreprises, 81% des clients des sociétés souhaitent que les sociétés s'engagent plus en matière d'ESG. Et 66% sont prêts à payer plus les services qui respectent ces engagements. Ça, c'est d'un point de vue client. D'un point de vue régulateur, il y a les pouvoirs publics qui stimulent davantage et qui ont développé pour des critères ESG un ensemble de dons et de prêts et qui sont estimés à 300 milliards de dollars au niveau mondial. Et puis il y a un troisième angle, en fait, qui est l'angle investisseur. Ce sont les gens qui investissent dans les sociétés. Et donc 40% des actifs mondiaux, à peu près 43 000 milliards de dollars, qui sont dirigés, en tout cas gérés, sur la base de critères de net zéro. Et donc également, ça a un intérêt pour l'entreprise en fait, de pouvoir répondre en fait, à ces investisseurs. À l'échelle du numérique, si on focus un peu plus, on revient au numérique, les data centers sont responsables de plus de 3% des émissions de carbone en fait, voilà, sur la planète, c'est-à-dire l'équivalent de tout le trafic aérien mondial. Donc on fait beaucoup de tapage en fait, sur le trafic aérien, en fait, mais aussi il faut qu'on regarde aussi les data centers. Donc en matière de numérique responsable, en fait, entre guillemets, le sujet technologique en fait, s'impose par lui-même comme étant un critère fondamental en fait, compte tenu de ce que je viens de dire en fait, sur l'impact des data centers en fait, sur le... Voilà. Il y a, donc, selon les fonctions, bien évidemment, là, il y a l'angle DSI, c'est comment mesurer l'empreinte, comment gérer, voilà, donc vous l'avez évoqué avec un de vos invités avant. Au niveau de la direction technique, c'est comment sensibiliser l'équipe, comment concevoir des architectures et des logiciels verts. Et puis, bien évidemment, au niveau le plus focus, en fait, au niveau de l'ingénieur logiciel, en fait, c'est comment concevoir la solution d'un point de vue qui a le moindre impact en fait et de produire des logiciels verts. Donc voilà. Bien évidemment, chez nous, on adresse les deux sujets, le sujet Green IT et IT for Green. Voilà. Donc sur le Green IT, nous sommes un fournisseur de technologie et de transformation digitale en fait, et donc nous pensons en fait qu'il y a un chemin par rapport aux sociétés de pouvoir, entre guillemets, travailler sur leur trajectoire. Donc, pensons en fait que ça peut s'adresser en fait à 3 étapes. La première étape, c'est l'adoption du cloud. Le move to cloud, en fait, ça permet d'adapter son infrastructure à ses usages et donc structurellement entamer la réduction de son empreinte carbone. Deuxième étape, qui est un peu plus profonde, en fait, c'est d'optimiser son IT et ses opérations avec une transformation digitale qui est autour de l'architecture, des logiciels, des données, et donc tout en s'appuyant sur le cloud, en fait, pour en tirer le meilleur profit en termes d'agilité, mais également en termes d'empreinte carbone, en fait, et intégration des critères ESG. Et puis, en troisième étape, c'est vraiment commencer à faire la différence, en fait, et créer des jaloux, quelque part. C'est intégrer progressivement l'ESG dans ces opérations, le reporter au travers des reportings de la CSRD et autres, et en faire un critère de différenciation, en fait, finalement, dans le contexte client, dans un contexte régulateur et bien évidemment contexte investisseur sur la mobilisation de l'argent. Mélie, comment est-ce que vous avez abordé et comment est-ce que vous abordez au quotidien cette problématique justement du Green IT dont on parle
depuis le début de cette émission. Et quels ont été les axes de votre stratégie en la matière? Alors, le numérique responsable, déjà pour SNCF Connect Tech, c'est pour nous une prise de responsabilité citoyenne envers nos utilisateurs. Et notamment, n'hésitez pas à parler plus fort, Amélie. Pour refléter notre activité et nos engagements en termes de mobilité durable. Donc, pour nous, très tôt, ça a été de faire converger nos engagements pour délivrer la mobilité durable à la conception d'un produit qui soit responsable. Donc, cet engagement, il est très lié à notre mission d'entreprise. Et donc, c'est une thématique qui a émergé de manière indépendante dans les équipes, portée par différents métiers, donc au travers de formats de sensibilisation, mais aussi créatifs, de hackathons, d'une communauté aussi d'experts du Green IT. Et ces derniers mois, on a voulu fédérer cet engouement, donc notamment en construisant une stratégie numérique responsable à l'échelle de l'entreprise et en le déclinant de manière opérationnelle, donc par direction, notamment au travers d'un programme numérique responsable qui est coporté par la direction produit et tech et qui nous permet d'intégrer aussi dans notre vision produit des objectifs environnementaux et sociaux et qu'on se pose la question d'avoir un impact à la fois positif sur l'utilisateur mais aussi la société et l'environnement. Donc ce programme numérique responsable, en fait, il répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de fédérer en interne les équipes, donc au travers de ce programme, de ces valeurs clés de numérique responsable. Il y a un deuxième volet qui est aussi d'anticiper tout ce qui est régulation gouvernementale, donc avec la loi Rennes dont on a parlé précédemment. Il y a un troisième levier qui est aussi de travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, puisque quand on parle de numérique responsable, c'est agir concrètement au travers des métiers de la conception sur la sobriété, l'accessibilité, le privacy, la confidentialité. Donc on va améliorer tout ce qui est parcours utilisateur. Et le quatrième, c'est aussi innover pour créer de la valeur, puisque le numérique responsable, c'est de l'optimisation, mais pas que. C'est aussi un vecteur de valeur, aussi de positionnement stratégique d'un point de vue produit numérique. Même question pour vous, Thierry. Qu'est-ce qui a structuré et qui continue à structurer votre vision du numérique responsable? Alors, ça a commencé par je pense, une responsabilité, parce que TF1, c'est énormément d'utilisateurs. On parle d'une base client de 20 millions de personnes, donc un Français sur 3. Et donc, quand on regarde le streaming en termes de volume, il y a 4-5 ans, on a commencé à réfléchir sur... c'est un peu contre-intuitif, c'est plus on veut d'audience, plus on veut de volume, plus on veut de streaming. Et quand on fait de l'audiovisuel, en plus, il y a l'aspect qualité vidéo. Donc, on veut de la haute définition, on veut faire la télé, on veut pas avoir des pixels. Et donc, ça veut dire moins de sobriété, plus de CPU. Plus de data. Donc, il y a 4-5 ans, on a fait un audit, on a regardé où est l'empreinte carbone du digital, du streaming. Et de là, on s'est concentré sur la partie diffusion et infrastructure, beaucoup plus d'abord, qui était là où il y avait les gros gains, que sur la partie applicative. On y est venu après. Donc, on a commencé par l'infrastructure. Ce qui était le plus simple, c'était on a réduit les data centers, comme vous parliez. Donc, c'est vraiment, on a réduit de moitié nos data centers physiques. Pardon Thierry, quand vous dites de réduire, vous avez réduit très prosaïquement pour comprendre le nombre de serveurs data center. Oui. Vous avez fait appel à la virtualisation, j'imagine. On a divisé par 2, on a retiré les serveurs, on a ce qu'on appelle tué du legacy, on a divisé par 2 nos data centers. C'est brutal, mais très efficace. Oui, mais c'est très efficace. Et donc, l'empreinte carbone divisée par 2, facilement, non, 1 an et demi de programme là-dessus. Ensuite, on a fait en parallèle un programme de bouger dans le cloud qui nous a permis, en fait, comme on fait de l'audiovisuel avec des pics de trafic très forts le samedi soir ou pour les finales de Koh-Lanta, en fait, de réguler la consommation électrique en fonction de l'audience. C'est marrant qu'on parle avec TF1, c'est toujours des marques ou des programmes que tout le monde connaît et comprend. Et donc, la Coupe du Monde de foot, par exemple, effectivement, audience à 4 millions en streaming en simultané. Mais le lendemain matin, le dimanche matin, automoto, tout de suite, c'est quelques centaines de milliers, c'est moins d'audience. Et donc, on a pu réguler avec le cloud la consommation électrique de ça. Et même éteindre des serveurs. Les 3/4 de nos serveurs sont éteints la nuit parce qu'il n'y a pas de spectateurs sur le streaming. Il y en a beaucoup moins, en tout cas, le soir. Donc, on a pu réguler, éteindre, allumer, éteindre, allumer. Donc, ça, c'était étape infrastructure. Et après, on est passé à une troisième phase qui était plus client, produit UX et donner la main ou au moins communiquer à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il puisse choisir, lui, sa qualité vidéo. Est-ce qu'il y a besoin de regarder en haute définition des programmes? Est-ce qu'on peut des fois lui laisser choix sur de la SD pour éviter de pousser toujours de la haute définition? On a décidé de ne pas lancer les programmes 4K sur du digital, par exemple. On a
décidé de ne pas faire de la haute définition sur certaines choses. Donc ça, c'était la phase utilisateur. Donc donner le choix à l'utilisateur, communiquer aussi. Une phase CRM, parce que quand on a une base client de 20 millions de personnes, on peut aussi pousser les choses. Une phase éditoriale. Comme on était fait, on a du contenu. Donc on a aussi vu Shuaya en chaîne. Donc on a du contenu en fait green qu'on peut pousser en digital et faire des collections green, des chaînes entièrement dédiées à l'écologie. Ça, c'est vraiment la phase utilisateur. Et après, on est rentré dans la phase optimisation là qu'on est. C'est dans les prochaines années, on se rend compte, c'est la qualité vidéo, c'est là-dessus qu'on doit encore axer les progrès. C'est là où les progrès technologiques se font aussi. Donc, pour essayer de trouver un juste milieu entre le but, c'est d'avoir plus d'audience, plus de trafic et d'éviter de trop consommer, en fait. Voilà. Alors, une question pour Thierry sur ce point-là. Lorsqu'on parle de travailler sur l'expérience du consommateur, le consommateur qui est en bout de chaîne a beaucoup d'options, vous l'avez dit, il peut vous l'inciter à ne pas forcément sélectionner des programmes en haute définition, mais ça veut dire que votre code, en tout cas votre solution en bout de chaîne, elle offre des possibilités, elle a donc, j'imagine, énormément de lignes de code. Comment est-ce qu'on peut faire coïncider, alors il y a plein d'objectifs dans ce que vous dites Thierry, et comment est-ce qu'on peut faire coïncider ces objectifs-là avec une réduction de l'inflation de code? Alors, il y a un double mouvement, hein. Le code augmente, mais en même temps, beaucoup de gens veulent le réduire. Comment est-ce qu'on fait coïncider ces objectifs avec ceux affichés par TF1, hein, c'est-à-dire que plus de sobriété, des programmes sobres, mais en même temps, on a besoin de moyens technologiques, on ne peut pas s'en priver. Comment est-ce qu'on fait fonctionner tout cela avec des outils comme le vôtre, d'autres, j'imagine Thierry. On a prononcé un mot tout à l'heure, le legacy. Le legacy, généralement, c'est... Qui était brutalement tué, avoué tout à l'heure. Le legacy rapporte quand même beaucoup d'argent à beaucoup de sociétés. Donc, en effet, ce legacy, c'est gros morceaux logiciels, c'est des grosses bases de données, c'est des choses qui ont été écrites pendant des années. Donc, oui, il y a un travail d'archéologie un peu pour, ouvrir le code et faire ce reverse engineering de rétro-cartographie du code. Et après, on peut rentrer dans des phases, alors c'est très vrai sur les systèmes mainframe, on va être capable de découper correctement les différents modules pour pouvoir les simplifier et finalement décomplexifier la façon dont les transactions sont faites. Alors c'est très vrai sur un mainframe, parce que kilowattheure MIPS, il y a une corrélation très très forte, et donc le ROI peut arriver très très vite là-dessus. Donc oui, simplifier. Le non technique, c'est refactoriser le code, on arrive à faire des choses particulière. Donc oui. D'accord. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chez Cast. Alors Thierry, je continue avec vous. Vous l'avez dit, certains événements peuvent être suivis par des millions de personnes. C'est le cas de la Coupe du Monde. C'est le cas de Koh-Lanta. Parfois, la finale de Koh-Lanta est suivie par plein de gens aussi. Ça va être le cas très certainement de l'Eurofootball. Vous avez commencé à le dire, mais comment est-ce que vous parallez, vous combinez cette exigence de qualité de service? Si je regarde l'Euro dans quelques mois, ça m'embêterait que ça se coupe ou que je bascule, j'ai de la très haute définition, j'ai acheté mes télé à 4 000 €, tout d'un coup, je bascule sur de la basse définition, je vais pas être content. Plus voir le ballon sur le terrain. C'est ça, là, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler Thierry Bonhomme tout de suite. Comment est-ce que vous cumulez, vous combinez ces exigences-là avec, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la nécessaire implication d'une politique du numérique durable? Alors, déjà, je vais différencier l'aspect live et l'aspect catalogue vidéo, parce que catalogue vidéo, il y a beaucoup de stockage de vidéos. On a un gros catalogue, des vingtaines de milliers d'heures, millions d'heures de catalogue vidéo avec tous les replays de toutes les saisons de Demain nous appartient. Et là, il y a des politiques de rétention aussi de ne pas stocker les vidéos pendant des années, d'avoir 20 ans de stockage de vidéos en 15 mégas par vidéo. Donc, on va essayer d'éviter de garder les fichiers sources des productions, typiquement. On va garder les fichiers à taille réduite. Donc déjà, en termes de stockage, on a réduit, on a divisé par 3 notre stockage de catalogue, juste en termes de capacité, à la fois rétention et qualité vidéo de stocker. Et ensuite, en termes plus diffusion, on ne va pas diffuser la même qualité, c'est bête, mais entre le mobile et la télé. Ce qui est, par défaut, on va faire vraiment des technologies qui permettent de le faire, de choisir, de faire des choses différentes. Et ensuite, c'est... encore une fois, de l'incitation, choisir les devices sur lesquels il y a besoin d'une haute qualité, basse qualité, la tablette versus le browsing. Et on a aussi décidé, typiquement pour la publicité, est-ce qu'il y a besoin de diffuser de la publicité en haute définition? Donc on a sorti une offre verte pour les annonceurs. On a non, l'annonceur peut
acheter et d'y garantir, non, c'est pas de la haute qualité, c'est une pub green, en fait, pour éviter d'avoir un gros fichier vidéo. C'est des trucs comme ça, des opportunités produits qu'on arrive à prendre pour essayer d'aller vers de la sobriété. On a une question en ligne, je crois qu'elle s'adresse un peu à Joseph et à Thierry. Le cloud pour réduire les émissions, n'est-ce pas une vue purement stockage et les flux de données? Première partie de la question, je pense que c'est plutôt pour vous, Joseph, et les flux de données, je crois que c'est plutôt pour vous, Thierry. Allez, très 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 rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Oui, il y a une vision stockage en fait évidente en fait dans le schéma pour réduire les émissions sur le cloud en fait, mais il y a également une vue processing en fait bien évidemment et voilà. Donc moi j'irais plutôt les deux aspects quelque part en fait sont à regarder, et le stockage en fait et le processing. Thierry, peut-être un élément sur cette question-là. C'est vrai que nous, la partie données, base de données et flux de données, parce que quand on fait du digital, il y a toutes les données utilisateurs qu'on prend, dont on a besoin. Enfin, nous, on vit de la publicité aussi, donc c'est avoir les données publicitaires pour cibler en fait la publicité. C'est pas capter toutes les données, c'est les données utiles, garder les données pas ad vitam aeternam, mais vraiment avoir des politiques de rétention très strictes et appliquées. Et comme on disait, revoir le code régulièrement pour éviter quand on clique j'entre sur TF1+, éviter d'avoir 36 requêtes, en faire qu'une, et déjà réduire le nombre de requêtes va réduire le nombre de CPU. Continuellement, c'est un effort de vérifier. Ça aide les performances généralement des applicatifs, et en plus, ça aide l'empreinte carbone. C'est un travail vraiment de chaque instant. Mélie, quels sont les axes de travail que vous avez identifiés de votre côté? Alors, pour déployer le numérique responsable, on a en effet identifié 4 axes d'action à l'échelle donc des équipes produits et tech. Le premier, ça concerne la vision, donc on puisse collectivement définir et partager les principes sur lesquels on s'engage d'un point de vue numérique responsable. Donc aujourd'hui, on en a 4 qui sont la sobriété, l'accessibilité, la confidentialité et le libre arbitre. Le deuxième axe, il concerne la formation, puisque en effet, ces sujets-là, il faut qu'on accompagne les équipes pour monter en compétences, notamment sur le volet éco-conception numérique, qui est une nouvelle compétence. Ce qu'on a mis en place dans les équipes, c'est notamment des cycles de formation qui s'adressent à tous les métiers du produit, donc design, product management et tech. L'idée, c'est de proposer des formats d'une journée de sensibilisation avec toutes ces équipes produits et d'avoir des focus métiers, donc qui permet de rentrer aussi en profondeur dans l'expertise. C'est aussi intéressant de le mener en simultané, puisque ça nous fait aussi monter en compétences collectivement, et on peut adresser tout le cycle de vie du produit d'un point de vue conception. Il y a un troisième axe qui concerne la mesure, on en parlait, la mesure de performance environnementale. Donc sur ce volet-là, on est accompagné par Green Spector, où on va mesurer l'impact de sobriété sur des parcours utilisateurs clés, par exemple réserver mon billet de train. Donc chaque année, on conduit ces mesures et ça nous permet d'identifier les zones de surconsommation et de pouvoir optimiser. On a aussi le volet accessibilité qui est adressé par des référents accessibilité au sein des équipes, donc qui conduisent aussi des audits d'un point de vue RGA. Et on a le dernier volet qui est plutôt la partie produit-action, c'est de mettre en œuvre d'optimiser, mais aussi de mettre en œuvre ces fonctionnalités, ces services dans notre produit et auprès de nos clients. Donc là, il y a 2 leviers qu'on active. C'est travailler sur un volet optimisation donc dans les phases de delivery, et puis travailler sur un levier d'innovation fonctionnelle et servicielle dans des explorations en discovery. Donc on adresse les 2 volets. Si on regarde simplement une question aussi simple que l'image, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des flux, on n'est pas obligé d'avoir forcément à chaque fois de la très haute définition tout le temps, en termes d'image aussi. Quel travail vous avez fait et quelle réflexion vous avez menée sur cette thématique particulière? Oui. Alors, en effet, quand on parle d'éco-conception, en fait, on se réfère à des bonnes pratiques. Donc, une des bonnes pratiques, c'est de simplifier le parcours utilisateur. Donc, on peut agir à la fois sur la réduction du temps de parcours, mais aussi sur l'optimisation du contenu, dont les images, on parlait aussi des vidéos, en font partie. Donc, sur la partie images, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé en premier lieu, donc notamment sur le web, sur notre homepage, où on a redimensionné les images pour qu'en fait, on puisse gagner d'un point de vue résolution et poids.
On a aussi travaillé sur le chargement différé des images, donc le fait de ne pas charger d'un coup toutes les images, mais de le faire tout au long du parcours utilisateur, pour limiter aussi l'échange de données et de consommation de ressources. Et on explore aussi des manières alternatives, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin des fois d'avoir du contenu à cette étape du parcours? Peut-être qu'on peut s'en passer, et du coup, on est aussi dans une démarche de sobriété, puisqu'on enlève le contenu qui peut générer du poids et de la consommation. Joseph, comment les entreprises peuvent-elles s'organiser pour collecter toutes ces données? On a eu plein d'exemples depuis ce matin. On a les équipements, alors on parlait d'EDF, on n'a peut-être pas dit ce matin, mais on a des équipements, on a des équipements comme Linky, on a des box, on a des smartphones qui permettent d'exploiter des applications, que ce soit pour du transport ou pour de la consommation de loisirs numériques. Comment est-ce qu'on fait remonter toutes ces données et comment est-ce que l'entreprise doit s'organiser pour avoir une vue globale de l'ensemble des données qu'elle peut générer et qu'elle peut mettre justement à profit pour réduire son empreinte carbone? Alors, j'ai bien apprécié ce matin aussi la keynote d'être modeste dans notre approche, en fait, pour quelque part installer cet ensemble dans le paysage. C'est un long chemin, en fait, qu'on va devoir prendre tous, dans cette collecte, sensibilisation, en fait, etc. Donc, d'une manière générale, en fait, nous prenons bien évidemment la sensibilisation et bien évidemment l'outillage sur ces aspects-là, que ce soit sur les applications dites business, que ce soit sur le workplace ou sur les devices, ou que ce soit sur les infrastructures et les opérations IT. Donc, je pense qu'il faut les adresser tous les trois, en fait, de façon très pragmatique, pour pouvoir tacler tous les sujets, en fait, l'un après l'autre. Donc, en tant que fournisseur, nous, de transformation digitale, nous basons notre stratégie d'accompagnement de nos clients sur 3 piliers. D'accord ? Le premier pilier, c'est l'éco-design, en fait, qu'on a évoqué. Et donc, je pense que il y a beaucoup d'éléments qui doivent s'intégrer dans des aspects projets, dans les aspects... donc c'est un esprit, c'est une pratique au quotidien, mais c'est également, ce sont des centres d'excellence qui doivent s'installer, en fait, sur chacune des pratiques. Donc, typiquement, la programmation, l'architecture, l'expérience utilisateur, vous l'avez évoqué, et puis, bien évidemment, la conception des solutions. Tout ça, ça doit être remonté. Donc, nous accompagnons nos clients, en fait, sur le développement des dashboards, que ce soit pour les aspects change, donc d'activité de projet, en fait, et de conception des solutions, ou des aspects run, en fait. Donc là, c'est l'aspect, quelque part, la opération IT. Donc, que ce soit en termes de consommation de l'IT, que ce soit en termes de déplacement des équipes, etc., gestion des achats, en fait, etc., etc. Donc, il y a cette notion de dashboard de projet, mais également, en fait, également sur les aspects de run. Et puis, il y a également l'aspect de reporting, parce qu'il y a la collecte, en fait, première chose, en fait, mais il y a l'aspect de reporting. Donc, nous avons travaillé de façon profonde, en fait, sur l'élaboration d'un framework sur le reporting CSRD et les autres reporting. Donc, nous avons développé un framework et une application qui s'appelle Tell Us. Donc, nous en sommes fiers. Donc, nous mettons à l'usage l'IA générative, quelque part, pour analyser l'ensemble des données collectées au sein des ERP, des différents outils de la société, et puis, bien évidemment, tout ce qui est génération des rapports, en fait, de façon automatisée. Donc, typiquement, Talas permet de réduire le travail à peu près 85% pour les reporting CSRD, en fait, qui viennent de s'installer dans les entreprises. Thierry, j'aimerais qu'on revienne sur la partie du stockage que vous avez abordée et qu'on la remette un peu peut-être sous l'éclairage des services que vous devez fournir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas stocker ad vitam aeternam, on ne peut pas stocker des quantités gargantuesques de données, on ne peut pas faire en sorte qu'un fichier qu'on va utiliser une fois de temps en temps pèse en gigaoctets. Pourtant, vous devez proposer de la VOD, vous devez proposer des services d'enregistrement, ça veut dire que vous êtes quand même dans l'obligation, du fait du service que vous commercialisez, de proposer certaines possibilités. Comment est-ce que vous continuez à proposer ce genre de services tout en restant, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, tout en restant green et durable dans votre approche? Alors, il y a des solutions de stockage qui permettent de
faut, notamment sur les vidéos ou peu importe, mis sur les gros fichiers, faut savoir ce qu'on veut stocker. Donc nous, il y a des fichiers chauds dont on a besoin des programmes qu'on veut. Nos utilisateurs, ils vont regarder à 90% les 2 premières semaines ce qui va sortir de l'antenne. Mais on a aussi l'épisode 1 de Demain nous appartient. Il est regardé une fois tous les 3 semaines, une fois par mois, très peu, ou un quotidien d'il y a 5 ans, il n'est pas forcément regardé. Donc ça, on segmente l'aspect stockage et on va faire ce qu'on appelle du deep archive. Donc c'est pas instantané. Quand vous cliquez sur la vidéo, vous ne l'avez pas tout de suite en quelques millièmes de secondes. Vous l'avez en 1 seconde au lieu de l'avoir en 20 millisecondes, par exemple. Est-ce que c'est un problème pour l'utilisateur? Non. Parce que mais ça permet de consommer moins la vidéo dans ce qu'on appelle tout ce qui est archivage chaud. Et c'est pas le même mode de stockage. Donc c'est vraiment dissocier ces modes de stockage en fonction de l'utilisation. Donc on a comme ça des vidéos de fond de catalogue, des vidéos qui sont utilisées régulièrement. Puis en fonction de ça, on va classer les programmes ou les vidéos ou les films. Et il y a aussi, nous, une question de droit. C'est-à-dire qu'on va acheter des vidéos pour 6 mois, 18 mois. Et après, on n'a plus les droits. C'est la production qui a les droits. Donc on n'a plus besoin de stocker la vidéo. Vous avez lancé il y a quelques mois, vous en avez parlé tout à l'heure, une plateforme gratuite, TF1+. Est-ce que dès la conception de cet outil, vous aviez une démarche d'éco-conception et de Green IT? Oui. Ça m'a parlé quand vous parliez de vignettes, par exemple. Typiquement, nous, quand on est sur la homepage de TF1+, il y a plein de vignettes. Et effectivement, avant, on avait de la haute qualité, haute définition, et il fallait que ça soit des vignettes de chaque programme. Et en fait, on se rend compte qu'avec la taille des vignettes qu'on voit sur les rails, on n'a pas besoin de mettre de la haute qualité sur des petites vignettes. Donc, on a réduit le nombre de pixels, on a réduit ces qualités-là. Donc, dès la phase de conception en fait, UX, effectivement, on commence depuis TF1+, on commence à essayer de réfléchir à ça en termes d'expérience utilisateur. Et donc, aussi, ces fonctions dont je parlais, de choix d'utilisateur, je veux HDHD qui est aussi nouveau. Il y a aussi des pages d'information qu'on n'avait pas avant, qui sont sorties avec TF1+, sur la sobriété numérique, pour donner à l'utilisateur. Il y a des choses qui sont réglementaires, donc l'ARCOM incite beaucoup à la sobriété numérique, donc étant un média puissant, on se doit de respecter les réglementations de l'ARCOM, donc on va respecter ça en mettant en avant des choses pour l'utilisateur. Bon, je vous vois opiner, Mélie, par rapport à ce qui a été dit par Thierry à l'instant. Est-ce que vous vous retrouvez dans les réflexions qui ont été évoquées par Thierry, du fait qu'aujourd'hui, au-delà du service fourni aux consommateurs, eh bien, vous avez dès le début de certains projets, vous avez mis vraiment l'éco-conception au centre de la réflexion et vous assurez que justement, il n'y ait pas je parlais d'inflation du code tout à l'heure, mais il y a d'autres sujets. Comment est-ce que vous impulsez aussi ce mouvement-là dans votre organisation et parmi les métiers? Vous avez parlé de sensibilisation tout à l'heure aussi. Oui, tout à fait. Alors, en effet, sur la question du code et de l'optimisation, la pratique qui nous aide en fait au quotidien, c'est la mesure. Donc, je le disais au tout début, on mesure nos parcours utilisateurs type, donc 2 fois par an. Donc, ce qui nous permet d'analyser aussi dans nos parcours les étapes qui sont en surconsommation, donc liées à la demande de requêtes, au poids des pages, etc. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on réplique maintenant dans tous nos projets et qui nous permet de maintenir au long terme et d'optimiser au long terme. Et notamment, on parlait de temps de chargement. Sur une bonne pratique qu'on a mis en place d'un point de vue front, c'est notamment la mise en place d'outils qui nous permet d'identifier les redondances de code, donc ce qui nous permet aussi de travailler sur le temps de chargement et donc de gagner quelques millisecondes. Et en fait, ça peut paraître rien, mais finalement, quand on multiplie ces millisecondes avec 15 millions d'utilisateurs à l'année, en fait, ça a un impact considérable. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques qu'on met en place, en tout cas dans notre phase de conception. Vous regardez jusqu'à ce niveau de détail, Thierry, vraiment, vous parliez tout à l'heure d'une seconde entre... je crois que vous parliez de Demain nous appartient, alors les gens vont le consulter peut-être un peu plus souvent, donc il est accessible plus rapidement. Par contre,
une émission du quotidien d'il y a 5 ans, on va moins la consulter, ainsi de suite. Est-ce que vous regardez vraiment au niveau de la milliseconde et quel impact ces millisecondes peuvent avoir finalement sur la consommation électrique d'un équipement informatique, au final? Alors ça, on n'a pas réussi à trouver de calcul exact qui donne le lien direct. Ça, on a essayé, c'est très très compliqué. On arrive à le faire sur le volume, sur l'ensemble de la consommation, sur le nombre de requêtes, et on fait des abacs, des calculs, mais on n'a pas réussi à l'utilisateur, on n'a pas encore le coût d'utilisation carbone d'un utilisateur ou du clic. Mais j'espère qu'on va y arriver, ça sera beaucoup, je pense, donner aux consommateurs en objectif de dire... Aujourd'hui, tu as consommé tant sur TF1+, ce serait un superbe chiffre à se donner, mais à mon avis, il y a beaucoup de règles. C'est déjà sur le mobile. Enfin, sur le mobile, Bouygues Télécom propose déjà de mémoire. Voilà, aujourd'hui, vous avez consommé tant. Enfin, à la fin du mois, vous avez consommé tant. Au niveau applicatif, j'ai cliqué, c'est pas encore, donc peut-être qu'on va y arriver, mais on essaye. On voit des effets de mesure, typiquement passer en dark mode sur l'applicatif TF1+. On voit l'effet tout de suite de consommation électrique sur les devices, et donc c'est bénéfique au final. Il y a le dark mode est moins vorace en énergie. C'est des choses très simples qui sont. C'est pour ça que maintenant, c'est du dark mode aussi chez beaucoup les applicatifs, mais c'est moins consommateur d'énergie pour le device. Il y a moins de lumière sur l'écran et donc c'est moins énergivore. D'accord. C'est des choses comme sur la télé aussi. Voilà. Moi qui pensais que ce n'était que cosmétique. Non. On vient de parler de calcul et je tourne vers vous, Joseph. Il existe aujourd'hui des outils, des dashboards. Alors, ils sont pas capables de tout faire. On a encore eu un exemple. On peut pas avoir la granularité par utilisateur, mais on peut quand même aujourd'hui avoir quelques éléments de réponse. Comment les entreprises peuvent-elles s'appuyer sur ces outils? On parle de dashboard, de calculette, il y a d'autres noms qui ne viennent pas à l'esprit. À quoi ça sert d'abord? Peut-être on va reposer les bases. À quoi ça sert? Et pour celles qui sont déjà déployées, comment elles peuvent aider les entreprises à atteindre des objectifs de visibilité sur leur consommation et sur l'énergie qui est consommée? Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est important ce que vous venez de dire, Thomas, sur entre guillemets, l'approche globale et puis sur du numérique responsable, parce que elle se doit d'être sincère et systématique. Autrement, on tombe rapidement en fait dans le greenwashing. En fait, et ça, voilà. Donc, nous la concevons en fait en 3 axes. D'abord, comprendre, donc mesurer et comprendre, innover, bien évidemment, et passer à l'action, en fait, en tout cas agir en fait là où ça fait mal. Donc, nous pensons que les managers en fait devraient se donner les moyens donc de mesurer et élaborer les plans d'action pour réduire l'intensité carbone dans leurs activités, sensibiliser. Et se donner les moyens, notamment par rapport aux ingénieurs logiciels, en fait, etc., pour du développement de logiciels verts. Et puis installer une pratique courante pour la gestion des opérations IT, pour monitorer et adapter les opérations selon les objectifs. Alors, nous sommes un fournisseur de transformation digitale, et donc on se doit quelque part aussi de répondre à des aspects qui sont extrêmement importants en fait sur cet axe-là. Donc, nous pensons en fait qu'il y a 2 endroits particulièrement en fait qui sont importants à mesurer de façon très étroite. Le premier, c'est la gestion des infrastructures, puisque c'est là où il y a le plus quelque part de consommation et d'impact en fait. Donc ça sur le run. Donc on parle. Donc là, en tant que entre guillemets spécialiste de Microsoft, nous avons développé un framework et une application qui s'appelle Avanade Cloud Impact. Donc, la vocation de Avanade Cloud Impact, en fait, c'est de mesurer l'impact détaillé de l'infrastructure. Donc, composant, enfin, en tout cas, c'est avec les différentes ressources utilisées dans le cloud, en fait, et d'en faire une consolidation et avoir une vue d'ensemble, en fait, sur la consommation du cloud. Donc, c'est du GreenOps, en fait, à côté du FinOps, en fait, bien évidemment, dans un mode intégré. Et puis, le deuxième aspect sur lequel on pense utile de développer c'est le change, la gestion du projet, en fait, le développement des applications. Et là, on préconise, bien évidemment, des dashboards, en fait, plus projet. Donc, au travers de la mesure d'empreinte carbone liée aux activités des équipes projet,
aux achats, aux déplacements. J'ai vu une question en fait sur le déplacement Oui. entre domicile. Le temps passe trop vite, je l'ai vu, mais... Domicile-travail, c'est ça. Domicile-travail. Donc voilà, ça fait partie également... Des choses à surveiller. Des choses à surveiller. Donc on aurait répondu à la question. Et puis donc la mise en place d'un tracking mensuel, en fait, voilà, de façon très systématique, très régulière. Et puis on pense en fait utile d'aller jusqu'à développer un éco-score pour les projets. Donc voilà, qui permet de mesurer exactement en fait et rater les projets selon leur impact carbone. Il reste moins d'une minute, une toute dernière question pour vous. Joseph, on parle d'IA sur ce plateau, dehors, dans nos magazines, à la radio, à la télé, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui contrôler, je dirais, l'impact de l'IA, une quarantaine de secondes, comment on peut contrôler l'impact de l'IA sur les organisations et surtout leur impact carbone? Alors, je dois vous dire que nous avons un regard assez critique par rapport à l'adoption de l'IA, par rapport, entre guillemets, ses bénéfices versus sa consommation. Donc ça, c'est notre philosophie, en fait, et on le passe au crible, en fait, également dans le cadre de notre adoption, en fait, de l'IA et de l'accompagnement de nos clients. Donc, il faut quelque part, en fait, installer ça systématiquement dans les projets, en termes d'application spécifique de l'IA, en termes d'ampleur et son empreinte environnementale, et puis bien évidemment les conséquences potentielles sur le long terme. Et donc typiquement, si vous prenez par exemple le déploiement des véhicules autonomes à l'échelle, qui s'appuie largement sur de l'IA, ça pourrait avoir un bilan très négatif si elle n'est pas bien gérée. Donc typiquement, une consommation d'énergie accrue, un engagement urbain au détriment d'autres moyens plus verts, comme le vélo ou le train, les déchets électroniques et l'épuisement des ressources, etc. Donc, voilà. Donc, c'est cette, quelque part, distinction et mesure de l'IA par rapport au schéma d'adoption. Après, il y a d'autres éléments, en fait, sur le schéma d'adoption de l'IA. Il y a un framework, en fait, qu'on appelle le IA responsable, donc au travers des différents axes, et puis bien évidemment intégrer les axes ESG dans le cadre de l'IA responsable. Et au final, en fait, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous manquons quand même de dispositifs relativement fiables. Donc il faut quelque part rester humble dans son approche. Et si je dois résumer, entre guillemets, sur le schéma d'adoption de l'IA à l'échelle, il faut se diriger, en tout cas se faire guider par deux choses. La méthodologie, une vraie méthodologie en fait pour le faire, et la frugalité dans tout ce qu'on fait. Une toute dernière question pour conclure cette table ronde, et elle est pour vous Thierry. Quelle est la position de TF1 sur la désactivation de l'autoplay éco-conception UX? Très rapidement Thierry. Pour expliquer, l'autoplay, c'est la continuité de lecture. À chaque fin de programme, on en relance un autre. Voilà. Relancer un autre. C'est typiquement les contradictions du streaming. Le but du streaming, c'est de consommer plus de vidéos et plus longtemps et machin. Donc, et après, ce que font les acteurs payants, on n'est pas une plateforme payante, ce que font les acteurs payants, ils ont au bout de X vidéos, on vous propose ou pas de continuer ou d'arrêter. C'est ce qui est fait généralement. Sur TF1+, on l'a pas encore mis en place, mais on mesure en fait le nombre de vidéos à la suite qui sont lues. Donc on est capable de le faire, on ouvre la feature ou pas. Et il se trouve que pour le moment, ce qu'on voit, c'est que l'utilisateur, il regarde pas 4 vidéos. C'est rare quand il regarde 4 programmes, donc ça fait des programmes d'1 heure. Donc 4 heures d'affilée, une plateforme de stream. Enfin, nous, on est plutôt le soir. Donc généralement, ils en regardent 2 ou 3. Donc ils n'atteignent pas la limite de 4 ou 5 vidéos. Donc la position, pour le moment, on ne l'a pas mis en place. Mais ça toucherait 1% ou 2% des utilisateurs. Il faudrait que pour que ça touche les utilisateurs, le mettre à chaque vidéo ou au bout de 2 vidéos, au bout de 3 vidéos, 3 programmes ou X heures. Mais il y a très peu d'utilisateurs. Après, c'est bien de le faire. Mais en tout cas, l'impact est moins. Et moins, au bout de 5 vidéos, c'est rare que vous regardez 5 heures d'affilée quand même de sorte de streaming. Voilà, d'accord. Pour TF1. Pour d'autres acteurs, peut-être, mais en tout cas pour nous, pour le moment, on pourrait l'activer, mais pour le moment, on est dans l'étape de mesurer ce que font nos utilisateurs. Voilà une réponse très claire pour celui ou celle qui l'a posée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour la vision très globale que chacun et chacune d'entre vous nous a donnée sur la manière d'approcher cette problématique.
Nous allons poursuivre cette émission avec notre dernier intervenant et nous allons insister avec lui sur justement les raisons d'espérer et nous verrons précisément avec lui pourquoi l'IT peut aller beaucoup plus loin. À tout de suite. Alors avant même que vous arriviez tout à l'heure, Alain, on parlait de vous. On a parlé de vous avec Dominique Bossard et c'est intéressant ce qu'il disait puisque il disait qu'effectivement il y a dans l'écosystème, et quand je dis l'écosystème c'est vraiment au sens large, les fabricants, les cabinets de conseil et ainsi de suite, il y a un vrai effort, il y a une vraie accélération qui s'est produite et on va en parler avec vous et pendant notre discussion il y aura des slides qui vont appuyer vos propos. Avant de commencer, rappelez-nous qui est IJO. Alors, je connais l'autre émanation d'IJO, le cabinet Hellé, et c'est plutôt moi celui-ci que je connais, et ceux qui nous regardent aussi, mais IJO, je ne connaissais pas avant. Alors, Hellé, c'est un spécialiste de la maîtrise financière des assets logiciels et cloud, et IJO, donc depuis 4 ans maintenant, c'est un acteur qui est engagé sur la maîtrise de l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale du numérique. Voilà. IJO, c'est d'abord presque un cabinet de recherche. On passe beaucoup de temps sur la recherche. Qu'est-ce qui se passe à Berkeley? Qu'est-ce qui se passe en Suède? Qu'est-ce qui se passe au Fraunhofer? Qu'est-ce qui se passe en Corée où il se passe des choses importantes? Voilà. Parce que on va essayer d'amener à nos clients les informations les plus fines, les plus récentes, les plus physiques, les plus... Voilà, Dominique Bossard en parlait, sur ce qui se passe dans le numérique. On va également partir de l'accord de Paris. C'est-à-dire, si tous ensemble nous voulons réduire la cocotte minute, quoi, réduire la puissance calorique qu'on n'arrête pas de mettre dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble? Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très accroché au cadre du Greenhouse Gas Protocol, au CDP, à toutes ces visions globales qui sont les méthodologies qui nous inspirent pour faire le travail. Voilà, c'est IJO. Une 50aine de clients, à peu près 25 personnes maintenant. D'accord. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec vous, je voudrais revenir sur ce que disait Dominique Bossard tout à l'heure, sur un conseil que vous lui avez donné et qu'il évoquait. Il disait, chez IJO, Alain Marbach nous dit, vous devez tout le temps, lorsque vous réfléchissez à l'impact carbone, le coller au réel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Et pourquoi est-ce que vous insistez autant pour que vos clients ne restent pas dans des chiffres... alors, ils ne sont pas abscons, mais tant qu'il n'y a pas une traduction réelle, on a peut-être du mal à s'accrocher à quelque chose de concret. Pourquoi est-ce que vous insistez autant là-dessus? D'abord, je crois que celui qui nous a tous inspirés, formés, c'est Jean-Marc Jancovici. Il explique ça tout le temps. Je pense qu'on ne fait pas d'erreur en écoutant ce que dit Jean-Marc plusieurs fois par jour. Si vous prenez par exemple juste un cabinet de conseil ou un cabinet de développement logiciel, si vous êtes en France, vous allez avoir une certaine électricité, une certaine infrastructure publique à Paris. Vous serez à peu près à 1 tonne, 1,5 tonnes, 2 tonnes de CO2 professionnel par personne. Si vous êtes basé en Inde, même avec des bâtiments efficaces, vous allez être à 3,5 tonnes parce que l'électricité est plus compliquée et de moins bonne qualité du point de vue carbone. 3,5 tonnes, c'est le chiffre par exemple que Atos a publié en séparant bien proprement Atos India. Donc on ne peut pas faire une moyenne pour tout Atos. Si vous êtes Atos en France, vous avez une certaine empreinte carbone par employé. Si vous êtes ailleurs, vous en avez une autre. Et si on pense aux semi-conducteurs, si vous avez un semi-conducteur qui est fabriqué par Samsung aujourd'hui, qui est très en avance en matière de semi-conducteurs propres, vous avez un semi-conducteur dont l'empreinte carbone est considérablement plus basse que celui d'un fabricant chinois. Pour la même puce RAM, SDRAM ou RAM. Voilà. Donc il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on manipule. D'accord, d'où vraiment l'importance du réel. Alors on va voir des slides qui vont être affichés d'ici quelques instants. Est-ce qu'il y a, Alain, des raisons très concrètes d'être optimiste quant à la capacité des activités IT et des composants IT? Vous venez de parler des composants à l'instant, des composants qu'on utilise dans le téléphone ou l'ordinateur, de réduire leur impact carbone. Oui. Et c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle. Peut-être je le ferai sur le slide d'après. Oui. Ça va me rendre service de le faire sur le slide d'après. Si on laisse ce slide sur l'écran, je vais juste dire 2-3 choses sur IJO pour terminer. On va aider, donc on fait de la recherche. On va aider un certain nombre d'acteurs du numérique à certifier l'empreinte de leurs services. C'est-à-dire, au fond, je suis OVH Cloud, je suis SPI, je parle de 2 clients qui ont parlé de nous. Quelle est l'empreinte carbone de mon activité, des services que je propose? Voilà, on sait aider les gens à faire cette empreinte et on voit qu'il y a des choses qui sont extrêmement sérieuses et qui vont dans le bon sens. Voilà.
On peut aussi aider nos clients, par exemple, à organiser leur programme de collecte de l'empreinte des achats, mais sur le plan concret. Qu'est-ce que j'ai acheté? Quel service j'ai acheté? Qu'est-ce que ça donne? Voilà. D'accord. Alors, donc, pour répondre à votre question, je veux bien qu'on passe à l'autre slide. Alors, on va passer au prochain, voilà. Alors, ce slide, c'est un slide que j'ai construit en essayant de voir où sont les mouvements les plus forts en termes d'empreinte carbone du numérique. Quand est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens et quand est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le mauvais sens? Tout à gauche, il y a le semi-conducteur. Et ce qui se passe dans le semi-conducteur en ce moment, c'est très intéressant et c'est très encourageant. Il y a la partie du minerai qui reste l'horreur, quoi. Amener les minerais dans l'usine de semi-conducteurs, ça reste l'horreur, pour un bon moment. Par contre, pour le reste, c'est-à-dire le reste, c'est les 3/4 de l'empreinte carbone, il y a à peu près les 2/3 de ça, donc 50%, où on pense que, avec McKinsey, avec le BCG, avec tous les observateurs, avec les fabricants de semi-conducteurs, qu'on peut enlever la tonne de CO2 pour moins de 5 € par tonne. C'est-à-dire rien du tout. Voilà, très peu cher. Et d'ailleurs, ça a lieu. Donc, par exemple, si vous pensez à la gravure, c'est-à-dire le moment où vous allez dessiner la puce, il vous faut de l'électricité. Vous passez à l'électricité propre. Samsung arrive à le faire en Corée. Intel arrive à le faire aux États-Unis. ST Microelectronics arrive à le faire en France. C'est-à-dire avec du solaire, avec de l'éolien. Renouvelable sur place. Voilà. Si vous êtes TSMC à Taïwan, c'est plus difficile, mais ils vont finir par y arriver. D'accord. Et donc ça nous fait 50% à peu près pour moins de 5 € la tonne. Et vous avez 25% pour moins de 25 € la tonne, ce qui est aussi un chiffre très bas. Donc le semi-conducteur est en train de se décarboner très vite. Et si vous prenez une vieille information sur une puce, vous dites de grosses bêtises. Voilà. Sur ce qu'est l'empreinte carbone à la fabrication. Donc ça, vraiment, dès le début de la chaîne, on voit qu'il y a vraiment, sur ce semi-conducteur, déjà des choses très positives. Et sur la suite de la chaîne, parce que le problème... C'est la suite aussi. C'est la suite. C'est la suite. Alors après, il y a, disons, le monde du data center, du fournisseur de cloud, du fournisseur de SaaS, du fournisseur de software. Et là, on a un mixed bag, si je peux dire. On a d'un côté des choses qui sont en train d'être faites sur l'eau, sur le refroidissement, avec de nouveau de l'électricité renouvelable. Et on a une zone de difficulté qui sont les éditeurs de logiciels qui doivent absolument bouger. Tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce que c'est qu'une activité de conseil ou une activité de développement avec 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes de CO2 par professionnel. Chez Oracle et chez Microsoft, on est à 6 tonnes de CO2 par professionnel. Chez Adobe, on est à 24 tonnes. Chez SAP, on est à 27 tonnes. Et il s'agit de tonnes en amont. C'est-à-dire quand vous donnez de l'argent à SAP, vous acceptez l'idée qu'il y ait des avions de fonction, qu'il y ait des voitures de fonction au carburant fossile, qu'il y ait énormément de voyages. Et ceci, je pense que petit à petit, les clients vont dire « ça ne va pas, il faut bouger ». Donc aujourd'hui, le software représente à peu près 30% de l'empreinte carbone des DSI. C'est donc un très gros problème, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut se corriger avec beaucoup de plans d'action. Voilà. Du côté des autres sources d'espoir, je voudrais parler un petit peu à droite de ce qui se passe du côté d'un peu la catastrophe usuelle, c'est-à-dire les effets rebonds. C'est-à-dire les effets rebonds, le besoin de dépenser beaucoup d'argent sur la sécurité. Oui, bien sûr, ça a lieu. C'est l'augmentation générale de la demande, l'augmentation générale des usages qui conduit vers tout ça. Mais tout à l'heure, plusieurs de vos invités en ont parlé, Mutex, TF1, SNCF. Petit à petit, il y a une nouvelle philosophie qui arrive que moi j'appellerais Activation on Demand. C'est-à-dire, faisons en sorte que notre numérique soit éteint, sauf quand on en a besoin. Et ça, tous les savoir-faire liés à l'Activation on Demand, donc auto-scaling, infrastructure as a code, tous ces savoir-faire, c'est enthousiasmant parce que ça va dans le bon sens pour la sécurité et ça va dans le bon sens pour la réduction des empreintes et de la consommation électrique. Et nous, les hommes et les femmes du numérique, on va devoir s'occuper de la consommation électrique. De même, il y a une autre tendance qui est très intéressante, qui est ce qu'on appelle function as a service. C'est-à-dire, on arrête d'avoir des VM, on arrête d'avoir... Vraiment, on programme avec des fonctions. Et bien, par exemple, ça permet à OVH d'augmenter la durée de vie des équipements sur des temps considérables, c'est-à-dire plus de 15 ans, puisque on peut dédier des vieux équipements à des fonctions très simples qu'on vient mettre sur ces vieux équipements. Voilà. Donc il y a beaucoup de tendances qui vont vraiment dans le bon sens. Et il y a une belle compétition entre l'augmentation des usages et les tendances qui vont dans le bon sens. Bon, il nous reste très peu de temps, Alain. Une dernière question pour finir cette émission. Est-ce qu'on peut identifier 2 leviers activables très rapidement pour les entreprises qui sont ce matin en train de nous regarder et qui se disent
eh bien, moi, mon COMEX m'a demandé de me mettre sur la voie du numérique durable. J'ai besoin de montrer que nos activités doivent être sobres. Quels sont les leviers que je peux activer rapidement? Il y a tout de suite des premiers résultats quand on s'occupe de la durée de vie des équipements. Il y a tout de suite des premiers résultats quand on s'occupe, comme a parlé Cast, de l'éco-conception des applications. Il y a un énorme corpus de savoir-faire autour de ça. Il y a aussi, je pense, sur le plan méthodologique, quelque chose qui est en train d'arriver, qui va nous aider, nous, les femmes et les hommes du numérique, qui est le grand travail de Carbone 4 qui s'appelle Net Zero Initiative, dont une version s'appelle Net Zero Initiative for IT. Si vous voulez, c'est une idée de Jean-Marc Jancovici qui est très importante. Ça m'intéresse de finir sur cette idée. Il dit, moi, que le fabricant de vélo augmente son empreinte carbone, je suis d'accord. OK. Dans certains cas, le vélo va remplacer le transport en commun, c'est pas génial, mais dans bien des cas, il va remplacer la voiture, c'est très intéressant. Eh bien, à nous, les femmes et les hommes du numérique, de comprendre quand est-ce qu'on est en train de concevoir des vélos, quand est-ce qu'on a le droit d'augmenter notre empreinte carbone et de ne pas dire de bêtises à propos des émissions évitées. Il y a un cadre méthodologique qui est très sérieux et qui vient bien compléter tout ce qu'on vient de dire ici. Et ce sera avec plaisir qu'on recevra encore dans le futur pour reprendre un peu plus de temps, parce que vous avez dit vraiment beaucoup de choses en un temps vraiment record, j'ai presque envie de dire, et ce serait bien qu'on puisse vraiment prendre le temps de détailler tout cela. Donc merci beaucoup Alain, merci à vous de nous avoir suivis toute cette matinée. J'espère que comme moi vous avez appris plein de choses et que vous terminez cette émission beaucoup plus riche mentalement et peut-être même avec de très bonnes idées. Hein. On a évoqué de très nombreuses au cours de cette émission. Je vous donne rendez-vous le 29 mai prochain pour un double rendez-vous. On parlera cybersécurité, anticiper et bien sûr se défendre lors de notre matinale. Et puis il y aura également un rendez-vous le même jour avec un after-work au cours duquel on ira un tout petit peu plus loin sur cette thématique de la cybersécurité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour notre prochaine émission. Au revoir. Just me.